Samedi, il mouille. Il n'est pas supposé mouiller l'hiver. Je sais pas si tu te souviens de ça. 3 gars sur le sofa. Là, j'ai fouillé loin en Saint-Christ. Là, j'ai gratté la croûte dans le fond du chaudron. Tu penses qu'il est propre? Ben non, il reste encore un peu de guenille dans le fond. 3 gars sur le sofa. C'est samedi. Moi, je pense que la toune, c'est samedi ou samedi, il mouille. C'est une toune là, qui se veut un peu là, nostalgique. Tout ça. Je les aimais bien, moi, 3 gars sur le sofa. Je pense que leur pic est en 2006, 7, 8 à peu près. Là, depuis une couple de semaines, là, ils ont l'air fatigués un peu. Je pense qu'ils sont plus actifs, simplement. Mais 3 gars sur le sofa, là, ça y allait, c'est un assistant. Ça, là, c'était flic à schlout, flic à flauk. C'est comme ça. C'est des termes musicaux. C'est pas tout le monde qui peut comprendre. Il y a des groupes comme ça. Il y a des gens qui commencent à m'envoyer des suggestions. Là, ça commence à y aller en tabarnane. Puis, 3 gars sur le sofa. Moi, j'ai bien aimé ça. Ça disait ça. Ça disait qu'il y a des petits-enfants qui décalissaient les phares de neige, puis que les petits-enfants, en tout cas, c'était tout. Tu peux pas, tu vas pleurer. Tu vas écouter ça. Mettons, tu te dis, il me semble que je suis trop joyeux aujourd'hui. 3 gars sur le sofa, c'est samedi ou juste samedi. Puis là, tu pleures. Tu vas pleurer, tu vas dire à quoi bon vivre, les idées noires. Tu sais. Après ça, tu vas aller écouter un peu, là, peut-être un peu de Marie-Carmen. Tu vas aller te ressaucer un peu l'agrément. C'est ça qu'il faut faire. Tu ne peux pas aller trop mal ou trop bien dans la vie. Il faut faire attention à ça. Des fois, il y a une bonne toune qui te ramasse à te redescendre bien d'aplomb. Puis après ça, tu vois qu'un petit youmol. Une petite compagnie créole, là, ça, une compagnie créole. Tu sais, je veux dire, tu apprends là, une mauvaise nouvelle concernant ta mère. Ta mère a une maladie incurable. Tu pleures. Mais si je te mets ça fait rire les oiseaux, tu es encore lisse de ta mère. C'est comme ça que ça marche. Tu vas avoir un bon 3 minutes 27. Ouais, tu vas mourir, mais regarde, ça fait rire les oiseaux, chanter les abeilles, puis soigner les tuyaux de poire. Fait que ça, c'est le fun. Fait que choisissez la musique qui va aller à l'encontre de ce que c'est que vous êtes. Ça, c'est le fun. Tu vois, en plus, c'est clair. Mes intros, c'est pas juste pertinent, c'est clair. Puis ça, c'est agréable pour tout le monde. Qu'est-ce qui est agréable pour tout le monde? Ce lien mauvais, mais ça me fait plaisir d'avoir fait ça. Mon invité d'aujourd'hui, Joël Legendre, qui porte plusieurs chapeaux. Écoute, je vais pas tous je vais les nommer avec lui. On va faire le tour d'horizon de son petit CV. Après ça, on va s'en calisser. Puis on va parler à l'humain. Mesdames, messieurs, bon podcast! Joël Legendre? C'est de même, ça part! Ah, regarde, c'est ça, c'est de même. C'est du gauche-droite, à la voix comme je te suis. Oh my c'est comme God! ça que ça marche. Tu connaissais-tu ça, 3 gars sur le sofa? Hey, j'ai jamais entendu. J'ai connu le film 3 hommes et un couffin, mais 3 gars sur le sofa, c'est pas vrai, ça me dit rien. Non, c'était bien bon. C'était un petit groupe bien relax. Là. Je pense qu'il venait de Jonquière, si ma mémoire est bonne. Ah, OK, c'est pour ça que je les connais moins. Ouais, c'est ça. Mais ils ont joué une couple de fois à la radio, me semble. Mais c'est quoi, 3 hommes et un couffin? Couffin. C'est un film français. Un couffin, c'est un bébé. C'est un petit bébé naissant. Ah, puis je vais te faire... Oui, je vais t'apprendre des choses aujourd'hui. Et puis les mômes, c'est les enfants. Aussi. Parfait. Ben, comme ici, on dit les kids, les enfants, les gosses, tu sais, je veux dire... Ouais. Il y a plusieurs mots pour exprimer la même chose, Sam. Assurément, je vais prendre ça en note immédiatement. Oui, on fait un spécial aujourd'hui. Joël m'apprend des choses. On n'est pas là pour parler de lui. Joël, t'es né le 8 septembre 1966. Oui. Ça se passe de même. Puis avant qu'on aille plus loin, là, pour les gens, fouille-moi pourquoi qu'ils ne te connaîtraient pas. Je sais qu'on aime bien ça, mettre des étiquettes, mais je ne sais pas si tu as une étiquette préférée entre le fait que tu fais du doublage, que tu es comédien, que tu es slash humoriste, animateur, que tu fais rire, que tu as fait des bye-bye. Y a-tu quelque chose que tu aimes le plus dans le tas ou non? Non. Il y a déjà quelqu'un qui, ça ne m'a pas fait plaisir, mais je te le dis pareil, qui m'a appelé un fantaisiste. Toi, tu es comme un fantaisiste. Je n'ai pas trop compris si c'était un compliment ou une bâcherie. Mais si on regarde ça, des fantaisistes à l'époque, c'est un peu comme Dominique Michel ou Denise Filiatro. C'est des gens qui faisaient tout. Ouais. Denise Filiatro, pour vrai, elle joue dans des films plus dramatiques. Elle a fait des bye-bye. Elle écrit elle-même. Elle a fait de la mise en scène. Fait que si c'est ça, je suis un fantaisiste. Oui, parce que tu fais de la mise en scène aussi, c'est vrai. Ouais. Puis tu fais d'ailleurs la voix de Leonardo DiCaprio. Oui. Ça, parce qu'il y a du monde qui m'ostinait l'autre jour. Je suis comme, non, c'est mon Joël qui fait ça. Exact. C'est drôle parce que hier, je faisais des années que je ne l'avais pas fait parce que les films sont doublés en France. Puis dans Les Simpsons, il y a un épisode où c'est Leonardo DiCaprio. Okay. Donc hier, je doublais dans Les Simpsons Leonardo DiCaprio, mais qui parlait en français normatif avec la gang qui parlait en québécois. C'était vraiment drôle. J'ai adoré mon expérience. Et donc là, ça fait de toi, là, à ce moment-là, si j'ai dit 8 septembre 1966, si j'ai en mémoire, ça ferait à peu près 55. Tu aurais 55 ans. C'est une bonne mémoire.
Puis ça se porte bien, 55 ans, ou c'est lourd? Non, c'est pas lourd. C'est pas lourd du tout. Pas du tout. Non? C'est pas lourd quand tu as des jumelles de 7 ans. Je veux dire, ça m'aide beaucoup à rester, en tout cas, à me tenir enfant parce que je veux les voir grandir. Ouais. Tu sais, si j'avais juste mon gars qui va avoir 20 ans bientôt, peut-être que je me laisserais aller. Je dirais, bon, là, 20 ans, il fait sa vie, il a sa blonde, il fait ses affaires. Mais là, les deux jeunes, moi, pour vrai, je vais être là. Je vais être là quand ils vont être maman, puis je vais être là. Fait que je me tiens en forme, pas pour le look, mais pour vivre le plus longtemps possible. Oui, parce que tu as vraiment une belle hygiène de vie. Toi, je pense que tu bois pas, tu fumes pas. Ça se peut-tu? Exact. Tu fais rien de ça. Tu es végé aussi, tu fais attention aux consommations de viande, tout ça. Tu le fais par l'amour, pour l'amour des animaux, parce que tu as de la misère, ou un peu tout, ou la planète. C'est-à-dire que le végétarisme, je suis végétarien depuis 40 ans. Donc, à l'âge. Oui, c'est ça. Fait que c'était pas en mode. J'étais comme un extraterrestre avant d'être. Aujourd'hui, on est comme vu un peu comme des super-héros, mais à l'époque, pour vrai, ma mère était sûre que j'allais mourir, là, puis que j'allais me retrouver à l'hôpital, puis que j'allais être blême. Puis, tu sais, c'était ça la mentalité. Oui. Mais j'ai été élevé sur une ferme jusqu'au jour où j'avais toujours des animaux que j'adoptais. Je leur donnais des noms, tu sais, puis mon premier cochon que j'ai adopté, il s'appelait Arnold. Puis Arnold, c'était mon ami. Puis un jour, je suis revenu, puis Arnold était parti. Il était parti à l'abattoir. Fait que à partir de ce moment-là, ça a été fini pour moi. Mes parents ont essayé, puis j'ai mangé du poulet. Donc, jusqu'à 15 ans, parce que je ne m'étais pas mis ami avec une poule, heureusement. Mais à 15 ans, je me suis dit, OK, là, j'étais pensionnaire, puis je me sentais comme, tu sais, garant de ma vie. Je me suis dit, là, moi, c'est fini, je mange plus ça des animaux, puis ça a été fini. Je comprends. C'est d'excellentes raisons. Et juste avant qu'on poursuive, mon beau Joël, Noémie, elle nous chicane. Là, tu peux remonter un petit peu ton petite affaire. Là. Fais pas fâcher Noémie, Steve. Ça, c'est le max. Je peux pas monter plus. Là, je pense qu'on va poursuivre. Noémie, elle va nous le dire si jamais. On dirait que je suis à l'hôpital avec insolité. La plupart des gens n'écoutent pas d'image. T'es correct. Ah, parfait. Je comprends. C'est toi l'animateur. Même moi, si j'avais à l'écouter, je l'écouterais pas avec l'image. Fait que si tu veux te mettre en chess, il n'y a pas de trouble. Fait que là, donc, c'est ça. Donc, tu es élevé sur une fesse. C'était quoi? C'était des vaches laitières? Non, c'était des cochons et des poulets. Juste des cochons et des poulets. OK. Ouais. Puis t'avais-tu plein de cochons avec plein de noms, plein d'amis? Non. Non, j'en pognais un par portée, puis je le toffais, mais ce premier cochon-là, je l'ai eu longtemps. Donc, c'est pour ça que. Puis, pour vrai, il m'attendait. Personne ne me croyait, mais ma soeur pourrait vous le dire, mais il m'attendait. Quand on arrivait de l'école, le cochon était là, il m'attendait. Mon père le libérait. Tu sais, genre 15 minutes avant, le petit cochon s'en venait, puis il m'attendait. Je débarquais de l'école, Arnold était là, puis il me suivait partout. Mais aujourd'hui, il y en a qui ont ça comme animaux domestiques, là, des cochons. Mais à l'époque, encore, on dirait que j'ai 195 ans. mais à l'époque, les cochons, c'était dans un enclos, puis ça se roulait dans la boîte, puis c'était ça, tu sais. Oui. Mais on voit aujourd'hui que ça a une sensibilité, là, puis le cochon, il parlait, là. Il parlait pas ma langue, mais comme un chat ou un chien, ça répond à un cochon. Oui, c'est vraiment intelligent, un cochon. C'est très intelligent. Puis toi, j'imagine, tu devais être connaissant ta sensibilité, tu devais être dévasté que le tabarnak quand tu vois qu'il est à l'abattoir. Ça t'a pris combien de temps de te remettre si t'es remis aujourd'hui? C'est drôle que t'en parles, je me suis jamais remis de ça. Non, mais ça a pris, à vrai dire, je m'en suis jamais remis dans le sens que j'ai jamais remangé un cochon par la suite. Ouais. Donc, tu sais, ça fait plus de, mettons, 45 ans que j'ai pas mangé de porc. Parce que je suis pas capable. Mais j'ai l'impression que même toi, mettons, tu te mets, si tu donnais un nom à un animal, probablement que tu serais pas capable de le tuer puis de le manger. Oui, je comprends. Oui, ben même moi, je mange presque plus de viande rouge. En fait, si j'en mange, j'ai comme pas le choix, entre guillemets, même si on a toujours le choix. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais effectivement, aussi, j'ai été élevé sur une ferme, là, tu sais, puis j'avais mes vaches avec des noms, là, tu sais. Puis, ben oui, c'est sûr, quand tu vieillis, comme tu dis, à un moment donné, tu réalises, tu prends conscience puis t'es comme, Chris, dans le fond, je mange la vache. Oui, on a mis un autre nom. On n'a pas appelé ça de la vache ni du cochon. On appelle ça du porc, tu sais, mais pour vrai, oui, tu manges de la poule, puis de la vache, puis du cochon. C'est ça. Puis il faut toujours bien le tuer pour le manger. Oui, c'est idéalement. C'est ça que c'est le bout de plate. Oui, c'est ça que... Mais pour vrai, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les gens qui mangent de la viande. Ça ne me dérange pas. Moi, c'est vivre et laisser vivre. J'ai aucun problème. Quelqu'un peut manger un steak en avant de moi. J'ai aucun problème. Même mes enfants ne sont pas végétariens. Souvent, on me demande ça.
Mes 3 enfants mangent de la viande. Pas beaucoup à la maison parce que je suis pas capable d'en cuisiner. Mais Ouais. tu sais, ils aiment le bacon. Fait que le dimanche, je fais cuire du bacon. C'est déjà fait, c'est pas compliqué. Dans les lunchs, ils mangent du poulet pressé. Je suis pas sûr que c'est de la viande, mais en tout cas, on appelle ça de même. Est-ce que ton chum, lui aussi, est végétarien? Oui, végétarien aussi. OK, parfait. C'est toi qui l'as amené de ce Ben, je côté-là? pense qu'il y avait déjà ça en Ouais. lui, mais le fait de vivre avec moi puis que je cuisine les repas, donc il a à s'asseoir et à Ouais. manger. Fait que, Ouais. oui, il est devenu végétarien. C'est quand même intéressant aussi par rapport à tes enfants. Je trouve que c'est une belle façon de voir de vivez votre vie, là, Ah mangez-en, oui. puis à un moment donné, peut-être que vous allez décider par vous autres mêmes que, de toute façon, des fois, quand tu empêches un enfant Ah, d'en manger, à un moment donné, ça va revirer de bord parce que les interdictions, là, c'est tellement attirant. Fait que Ouais. moi, j'ai pas envie de ça. Sauf que je regarde mon gars de 20 ans, il est capable de manger du tempeh, il adore le tofu, mais il mange aussi du pepperoni, Ouais. puis des chops de lard. Mais au moins, il sait que ça existe, puis il est capable d'en manger. Fait que je me dis, c'est juste Ouais. une ouverture, à vrai dire, sur la Je nourriture. comprends. Puis tu dealais comment avec ça? Parce que tu l'as dit, le 40. Même aujourd'hui, il y en a encore des fois, c'est bien moins comme réaction. C'est Le vrai? 40 ans, là, tu te battais dessus ou tu étais comme, ben oui, traite-moi de cave? Comment tu réagissais aux gens qui te jugeaient par Ben, rapport au fait que tu ne mangeais pas de viande? c'est très drôle, mais j'ai toujours eu comme une force tranquille. Moi, je me suis jamais chicané ou bataillé, c'était pas dans ma nature, mais je réussis toujours à arriver à mes fins pareil. Fait que, par exemple, il y avait le frère Poubelle, ça, c'était au pensionnat. Puis lui, il fallait qu'on mange exactement ce qu'on avait dans notre assiette. Puis moi, je pouvais pas dire, je veux pas, même pas le jambon, les assiettes étaient déjà préparées. Sauf que le matin, ce que je faisais, je prenais un petit cop de miel et le miel, je le collais en dessous de la table le matin. Fait que quand j'arrivais le soir pour manger, le miel était vraiment durci. Alors, je prenais ma tranche de jambon puis je la collais en dessous de la table. Quand j'arrivais au frère Poubelle, mon jambon était mangé. Fait que moi, je me disais, je vais être plus fin que toi, frère Poubelle. Je me ferai pas chicaner. Moi, je fais mes affaires. Je suis retourné à un Coventum 25 ans plus tard, puis j'allais voir en dessous de la table. C'était parti. Mais il y a quelqu'un qui a dû se rendre compte. Tabarnouche, il y a quelqu'un qui n'a jamais mangé sa viande. Puis pour vrai, je le faisais. Là. Ça marchait, une technique impeccable. Alors, c'est lancé à tous les gens qui vivent peut-être ce problème-là. Vous savez quoi faire. Puis, t'as dit tantôt que tu as mentionné ta sœur. Est-ce que vous étiez juste 2 dans la famille? On est 4. Donc, il y a ma sœur et moi. Mes parents nous ont eu très jeunes. Donc, ma mère avait 16 ans quand elle a eu ma sœur, elle avait 18 ans quand elle m'a eu. Puis 10 années plus tard, avec mon père, ils se sont dit, hey, là, on a 28 ans, ma mère avait 28 ans, elle n'avait pas d'enfants, parce que nous autres, on était rendus déjà à l'école. Ben ouais. Donc, j'ai eu 2 frères par la suite. Donc, de 10 ans de Wow! différence. Donc, on est comme 2 familles. Puis j'imagine que, évidemment, à 16 puis 18, je vais te poser la question pour la forme, mais c'était-tu voulu? Sûrement pas, tabarnak. Ou Non, c'était oui? pas voulu. Non, Ben c'est non. ça. Ma sœur, c'était pas voulu, puis moi, c'était encore moins voulu. Ah oui, il était tout jeune. Ah Puis ouais. c'est un petit problème là, de contraceptif ou qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai jamais vraiment posé de questions. Non, t'es sérieux? Ben, à vrai dire, non, mais ma mère, là, tout ce qu'elle m'a dit, c'est quand elle était enceinte de moi, elle a pleuré pendant 9 mois. Fait que Bon, c'est génial. intéressant. Fait que, tu sais, mais pour vrai, quand on regarde ça avec le recul, je suis un enfant, j'ai grandi, mais je suis une personne très triste. Mais j'ai choisi un métier où est-ce que c'est toujours dans la drôlerie, Ouais. mais au neutre, je suis très, très mélancolique. OK, je comprends. T'as comme toujours le petit nuage gris à quelque part. Là. Oui, qui est jamais bien loin, mais c'est pour ça que je m'occupe. Puis avec les enfants, puis tout ça, c'est parfait. Mais moi, je me retrouve tout seul. Mettons, là, je vais faire le chemin de Compostelle, là, j'irai faire ça. J'ai l'impression que je broyerais pendant 3 semaines. Ah ouais, Parce que j'aurais rien d'autre pour alimenter, pour aller à l'encontre de ça, de cette mélancolie-là. Puis c'est en parlant de ça avec ma mère que j'ai compris pourquoi. Parce qu'elle m'a dit, écoute, tu sais, s'il y en a qui croient ça, que déjà dans le ventre, on est déjà imprégné de ce que nos parents vivent. Tu sais. Donc, mes parents étaient très insécures. Mon père, il travaillait dans des petites shops de construction. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. Donc, déjà, une fille à nourrir. Puis là, moi, j'arrive en plus. C'était beaucoup. Mais effectivement, la contraception à cette époque-là, là, puis on vient d'un petit village, puis ma grand-mère, donc la mère de ma mère, il a dit non, pas de danger que tu te fasses avorter, maman m'en occuper. Puis, fait que ma grand-mère m'a beaucoup élevé aussi avec ma sœur. On était très tissés serrés. Puis, Puis tu parlais du petit village, là, si mes informations sont bonnes, on parle de Sainte-Hélène de Bagot, Bagotte. Bagotte, qu'il faut dire. Bagotte, OK, Oui, parfait. ça fâche beaucoup les gens
qu'on dise bagot. Ouais, C'est bagotte. Je ne sais pas pourquoi, ça serait plus beau bagot, mais il faut dire bagotte, c'est le même. Oui, qui est sur l'autoroute 20, je pense souvent Exactement, devant. oui. Il y a un McDo, il y a tout ce qu'il n'y avait pas. Ouais. Il n'y avait pas rien de ça dans mon temps, mais... La mémoire est bonne, c'est la sortie 152 pour les gens qui sont My curieux. God! Ben, c'est là que le gaz est le moins cher. Mettons que tu t'en vas à Québec, arrête là, c'est sûr. Il y a un Tim Hortons en passant, puis après ça, tu gazes, puis tu t'en vas. Parce que la majorité des gens vont arrêter à Saint-Liboire, sortie 145, c'est de la santé mentale, ça, Joël. Mais 145. Mais la Sainte-Hélène de Bagotte, oui. c'est le même à ce petit prix, puis il y a moins de monde. Oui. Fait que, je ne sais pas pourquoi je le dis publiquement. Là, mais, il faut le dire, parce que moi, je l'ai remarqué aussi. Les gens arrêtent beaucoup là, au camping La Liberté, où est-ce que j'allais quand j'étais plus jeune. Mais je n'aurais même pas su que c'était la sortie 145. Saint-Liboire. Saint-Liboire, oui, Saint-Liboire, c'est ça. Mais la tienne, de mémoire, c'est 152. C'est 152, ça, tu as tout à fait raison. Okay. Mais moi, c'était la sortie 150, juste avant, parce que j'habitais d'Inter. J'étais dans le deuxième rang. Mais on allait au village par les terres, puis là, on arrivait à la sortie 152. Tout ça, c'est tellement intéressant. C'est combien de personnes dans votre village? On est-tu plus dans le 300, dans le 3000? Je pense qu'on n'était pas loin, entre le 300 et le 300. Mais ça, 1500, moi, j'avais en tête. Mais ça a grossi maintenant, là. Il y a des développements. Puis il y a le Westmount de Sainte-Hélène de Bagotte, figure-toi donc. C'est des grosses maisons, là. C'est comme les nouveaux quartiers, là, mettons. Oui, c'est ça, exact. Ils appellent ça le Westmount. Tes parents sont encore parmi nous? Oui. Oui, mes deux parents sont vivants. Sont-ils toujours là-bas? Non. Moi, quand j'ai eu 18 ans, mon père s'était toujours dit, lui, qu'à l'âge de 40 ans, il s'en irait aux États-Unis. Lui, il avait le rêve américain, puis il n'y avait rien que... Moi, j'ai entendu ça là, de toute mon enfance. Moi, quand j'ai 40 ans, m'envoie 17. Fait qu'on ne savait pas si c'était avec ma mère, avec nous autres, mais on savait que lui, son plan était fait. À vrai dire, il n'aimait pas l'hiver beaucoup. Fait que lui, son idée, c'était de s'en aller en Floride. C'était ça. Quand il a eu 40 ans, il a dit à ma mère, je m'en vais d'ici. Puis on avait notre ferme. Fait qu'il a vendu la ferme. Ma mère a suivi, ma sœur a suivi, mes deux frères ont suivi, mais moi, j'étais à l'option théâtre de Saint-Hyacinthe. Puis pour moi, qu'est-ce que je vais aller faire en Floride ou aux États-Unis? Fait que moi, je suis resté. Donc, à 18 ans, eux autres sont partis. Wow. Et ma mère est revenue parce que mes parents se sont divorcés entre-temps, donc elle est ici depuis une quinzaine d'années. Mais mon père est toujours là-bas, ma sœur, mes frères, tout le monde travaille là-bas sur la même compagnie de construction. Tabarouette! As-tu l'impression que c'est justement ce déménagement-là qui a eu raison du couple ou même avant ça, tes parents, c'était peut-être so-so? Non, c'était parfait pour vrai. Et puis, ils ont vécu plusieurs années là-bas ensemble. Okay. Mais à un moment donné, je sais pas, tu sais, c'est ça la vie aussi. Oui. Les champs d'intérêt étaient différents, mais c'est d'un commun accord. J'ai jamais vu mes parents chicaner. À chaque Noël, mes parents étaient toujours ensemble. Quand c'est au baptême de mes filles, mes parents étaient là. Tu sais, ils sont très, très bons amis. Là, je comprends. Puis à 18 ans, quand même, là, ça prend du guts là, quand toute ta famille s'en va, puis toi, t'es comme, ouais, non, c'est ça, je reste. Ah, mais je savais que c'était ça ma vie. Moi, c'est que tu veux que j'allais faire dans la construction en Floride? C'était comme... Mais j'ai toujours été un peu différent du reste de ma famille, très bien accepté tout ça, mais à l'âge de 4 ans, je voyais Michel Richard à la TV, puis je disais à mon père que c'est comme elle que je voulais être. Je voulais faire son métier à elle. Fait que mon père, lui, le fermier, il acceptait ça. Il a toujours dit, moi, tant que mes enfants sont heureux, je suis heureux. Mon père était vraiment un homme bien avant son temps, là, un homme rose. Là, tous les soirs, il nous racontait une histoire, il nous grattait le dos. C'est vraiment un très, très bon père, pour vrai. Ah, je suis content d'entendre ça parce que c'est pas tous les hommes de sa génération qui étaient comme ça. Fait que tu n'as aucune pression. Ils font juste te suivre là-dedans. Ta mère aussi, j'imagine. Tout à fait, ben oui. Mais là, ça a installé, veut pas, une espèce de clivage entre ma famille et moi parce que on se voit depuis ce temps-là, on se voit peut-être 2 fois par année, rarement plus que ça. Ouais. Avec ma sœur, je garde un lien parce que j'ai quand même vécu avec elle toutes ces années-là. Ouais. Mes frères, quand ils sont nés, moi, j'étais déjà pensionnaire. Fait que pour moi, mes frères, je les adore, là, mais c'est plus comme 2 cousins que comme 2 frères. Surtout que maintenant, ils sont très, très américains. Ils ont marié des Américaines. Leur enfant parle en anglais seulement. C'est comme 2 mondes, alors que ma sœur, la langue maternelle va toujours rester. Donc, ma sœur, ses enfants parlent français. Fait que je suis plus près de ma sœur, mais j'adore mes frères aussi. Là, quand on se voit, on a du fun, on rit. Nous autres, dans toute famille, on rit tout le temps. Probablement
parce que si on riait pas, on broyerait toute la gang. mais mon père était très sensible. J'ai souvent vu mon père pleurer. Il aimait pas ça, la ferme. Il l'avait acheté de son père, mais lui, il voulait être menuisier. C'est ça qu'il voulait. Ben voyons donc! Ouais. Fait que j'ai vu souvent mon père pleurer pour aller faire le train le matin. Je le voyais broyer. C'est pour ça qu'il nous a jamais achalés avec ça. Jamais mon père m'a dit, là, c'est ta tâche, tu viens faire le train. Jamais il nous a achalés avec ça. Parce que lui a une pression de son père pour acheter la ferme? J'ai l'impression que lui a voulu ça aussi. Il pensait qu'il aimerait ça. Puis je pense qu'il a aimé ça 2-3 ans, mais après ça, le prix du porc a beaucoup baissé. Donc, il travaillait comme un forcené pour pas grand-chose. Ouais. Fait que j'ai l'impression que ça l'a démotivé. Puis mon père, c'est un artiste aussi, tu sais. Il aimait ça, travailler le bois. Fait on dirait qu'il a tout perdu son côté artistique aussi en devenant propriétaire d'une ferme. Puis quand tu es fermier, tu le sais, pas de vacances jamais. Non. Jamais, 5 heures le matin, tout le temps, le soir. J'ai vu mon père, il se couchait partout, il s'endormait partout parce que c'était un horaire épouvantable. Puis pendant ce temps-là, ta mère se démenait à la maison avec... Exact. Puis tantôt, tu as dit le mot pensionnat. Ça, j'imagine, ça, c'est quand ta famille quitte? Non, c'est avant ça, à l'âge de 11 ans. Bien avant, OK. Ouais, à l'âge de 11 ans, ma mère, avant qu'elle soit enceinte, était très, très bonne à l'école. Donc, elle a dû abandonner un peu ses études parce qu'à 16 ans, tu tombes enceinte. Mais ma sœur était bonne à l'école, mais pas aussi bonne que moi. Okay. Fait que ma mère a tout vu ce qu'elle n'avait pas eu en moi. Fait qu'elle dit, lui, petit Tom, c'est le nom de mon père, c'est son surnom, mais petit Tom, on va économiser parce qu'on envoie notre fils au pensionnat, il va avoir une bonne éducation, puis, tu sais. Mais moi, j'ai jamais demandé d'aller au pensionnat. Ça me tentait pas d'aller au pensionnat, mais ma mère avait décidé que je serais pensionnaire, fait que c'est ma mère qui gérait tout. Fait que je suis allé pensionnaire. Mais excuse-moi, j'allais juste dire, en as-tu voulu à ta mère de t'envoyer ça, de t'envoyer là contre ton gré? C'est-à-dire que des années plus tard, on a fait beaucoup de thérapie dans notre famille, puis c'est très ouvert, puis tout le monde, à part mes 2 frères, là, mais ma sœur, ma mère, moi puis mon père, on en a fait en masse. Puis un jour, ma mère a dit, je veux te faire des excuses, une demande honorable parce que je t'ai jamais consulté, puis je le voyais bien que tu n'aimais pas ça. Mais elle, son leitmotiv, c'était, on finit tout ce qu'on commence. Fait que j'avais commencé secondaire 1, j'allais finir secondaire 5. Hey, calice. Mais elle voyait que j'étais malheureux, que j'étais pas bien. À un moment donné, j'ai eu des problèmes aussi d'alimentation. Tu sais, comme j'ai voulu devenir végétarien, mais je mangeais plus rien. Fait que j'étais maigre, j'étais blême, mais c'est pas grave, on continuait pareil. Puis on se couchait tard. Puis en tout cas, il n'y a rien que j'aimais dans le pensionnat, à part le fait que ça m'a donné une discipline de faire qui me sert aujourd'hui. Là, mais tu sais, comme metteur en scène, pour vrai, là, c'est ça coche, c'est quasiment l'armée. Tu sais, ça a été comme un autre problème, tellement l'armée qu'à un moment donné, il fallait que ça sorte autrement, mon affaire. Là, mais j'ai pas aimé le pensionnat, mais j'aime les résultats que ça me donne aujourd'hui, par exemple. Fait quand ma mère m'a fait ses excuses, j'ai dit, mais sais-tu quoi? Je suis content d'y être allé pareil avec le recul. C'est sûr que ça a été 5 années épouvantables. Surtout suivi, après ça, je n'étais jamais à la maison, puis quand je pouvais revenir à la maison, les autres sont partis. Fait que j'ai eu l'impression de jamais faire partie de cette famille-là à 100%. Ouais, ben oui, je comprends donc. Puis, puis tu revenais les week-ends ou même pas? Je revenais les week-ends. Je revenais les week-ends, mais à partir de secondaire 3, là, je me suis mis à triper pastoral. Moi, camp pastoral, Jesus, over the place. Fait que les fins de semaine, je restais parce qu'il y avait des camps de pastoral où je préparais les camps de pastoral avec le prof de catéchèse. Wow. Mais à vrai dire, ce que j'aimais là-dedans, c'est que je pouvais chanter devant tout le monde. Je pouvais faire des sketchs de Jésus devant tout le monde. Tu sais, c'est bien plus ça que la religion. C'était où est-ce que je peux être ce que je suis vraiment, tu sais. Oui, puis ça c'est dans tes premières fois comme que tu... Oui, tout à fait. OK, fait que ça, c'est génial. Fait qu'il y a au moins ça du pensionnat qui t'allume les week-ends. Puis sinon, t'aimes pas ça parce que tu veux pas être là ou aussi parce que tu vis de l'intimidation ou parce que les profs oui, qu'est-ce que t'en penses? Je vis de l'intimidation. J'ai rien à voir avec un pensionnat. Moi, tu sais, je tripe sur Nicole Martin, sur Céline Dion à ses débuts. Je me fais des comédies musicales dans ma tête. Écoute, je me fais lancer des scènes. Je me fais... Non. Non, c'est très violent. Tu sais, c'est comme la poursuite du primaire, à vrai dire. Tu sais, le primaire, je suis dans une campagne, je ne fais pas pantoute, fait que c'est l'intimidation pendant 6 ans.
Puis là, ben pourquoi pas poursuivre ça pendant un autre bon 5 ans, mais enfermé, là, tu sais, là, pour le vivre bien comme il faut, là, tu sais, C'est quoi les pires choses qu'on t'a dites ou qu'on t'a fait? C'est sans vouloir tourner le fer dans la plaie? Non, 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 c'est correct. Hey, c'est réglé avec les thérapies que j'ai suivies, puis c'est parfait. Puis ça forge. Tu sais, tantôt, je te disais, j'ai une force tranquille. Ouais. Ben, les gens qui ont été intimidés, ils ont vraiment une force que d'autres personnes n'ont pas. Mhm. Tu sais, c'est maintenant, tu peux m'en envoyer des vacheries, des bitcheries. Ça va me prendre 2 minutes ou ça va me faire quelque chose. Puis après ça, je suis, ah non, va puiser dans tes forces. OK, parfait. Pas dans la vengeance. Moi, il n'y a rien qui va m'empêcher d'arriver à mes fins pareilles. Ris de moi tant que tu veux. Je vais y arriver pareil à mes affaires. Tu sais. Ça a été ça quand j'ai voulu avoir mes enfants. Okay. Interdis-moi d'avoir un enfant. Ta minute. Ben, je ne sais pas comment je vais faire, mais c'est sûr que moi, je vais être père. Il n'y a pas personne qui va m'en empêcher. Fait que c'est d'aller puiser dans mes forces, par où je peux passer pour arriver à mes fins. Ça, je suis champion là-dedans. Puis même dans tes démarches d'avoir un enfant, est-ce que même ton chum, évidemment, qui est avec toi puis qui t'aime d'amour, est-ce que lui-même, des fois, était comme « Ah, regarde, c'est compliqué ou ça va être long, on va... » Puis est-ce que là, J'étais tout seul à l'époque. Quand j'ai voulu avoir Lambert, j'étais tout seul. Fait que je l'ai eu en père célibataire. Wow! Donc, tu sais, c'est faire les démarches, le consulat, aller voir comment on peut faire. Puis, tu sais, après ça, avec l'Union des artistes, arrivé ici, les pères de famille ne pouvaient pas avoir de congés parentaux. Les mères en avaient, mais pas les pères. Je dis, mais c'est quoi cette affaire-là? Ouais. Je suis un père célibataire, moi, il faut que je prenne au moins 10 semaines avec mon enfant. Ouais. Fait qu'aller au droit de la personne, faire changer le règlement. Fait, tu sais, il n'y a rien pour vrai qui allait m'en empêcher. Parce que Lambert, tu l'as eu à quel âge? Moi, lui, il avait 2 ans. Moi, j'en avais 36. Ouais. OK. Puis la relation, je reviens un petit peu dans le passé, tu parlais du primaire. La relation, ta sœur, à ce moment-là, j'imagine, vous êtes fusionnels. Elle t'aide à traverser les 2 journées du primaire. Tu as tout vu ça. Et ma sœur, c'est elle, la défendresse. Il n'y a pas personne qui peut toucher à son petit frère. Puis ma sœur, pour vrai, était plus tomboy, tu sais, c'était comme vraiment l'opposé. Ma sœur était toujours avec mon père, moi j'étais toujours avec ma mère. Tu sais, on avait nos alliés, puis c'était comme ça, puis c'était clair. Personne ne voulait de l'autre, fait que c'était parfait. Mais à l'école, ma sœur, c'était elle qui me défendait. Puis, Est-ce que ça faisait des fois que c'était pire parce que en plus, c'est sa sœur qui le défendait? OK, parfait. Ah non, parce que ma sœur était très aimée de tout le monde. C'est une fille hyper gentille, très douce, canne-canne. Fait que quand elle levait le ton, quand elle allait voir quelqu'un, la personne avait vraiment peur. Pour vrai, elle m'a évité beaucoup de maltraitance, ma sœur. Ouais, wow! Très, très présente. Tu vas lui en être reconnaissant toute exact. Puis tu vois, ce qui est très drôle, ça me fait penser, quand le chum présent à ma sœur, il a dit « Je pense que ton frère est gay. » Ma sœur était tellement fâchée qu'elle a collé un coup de poing puis il y a eu un œil au beurre noir. Il n'y a pas personne qui pouvait parler contre moi ou quoi que ce soit quand ma sœur était là. Puis, avec les années, là, elle a su que j'étais gay, puis c'était bien correct. Il n'y avait aucun problème avec ça, mais toi, viens pas insinuer quoi que ce soit sur mon frère, tu sais. Puis c'est encore son chum actuellement? Oui, c'est encore son mari. Puis à ce moment-là, quand il calisse un coup de poing, là, il a environ quel âge? Écoute, ça fait longtemps. Là. Moi, j'ai avoué ça, peut-être j'avais 20 ans à ma sœur. Okay. Donc, j'en ai 50. Ça fait 35 ans, tu sais. Fait que ma sœur avait 27, 28 ans, mettons. Ouais. Hey, mais c'était pas son mari qu'elle a là. C'est vrai, tu me fais penser. Donc, c'était un autre. Okay. Puis pas longtemps après, elle a switché pour le mari. Mais c'était un autre. Il s'appelait Serge. Fait que Serge, il a eu vraiment un œil au beurre noir. On le salue, Serge, je t'écoute. Oui. On le salue. Oui, Serge L'Étoile. C'est tellement un beau nom de famille, comment on peut oublier ça? C'est L'Étoile, pour vrai? Oui, Serge L'Étoile. Ouais. Beau, ça compense un peu pour Serge. Ça, c'est parfait. Et toi, à ce moment-là, à quel moment tu le sais que tu as une attirance vers les garçons? Je le sais, je pense, en sortant du ventre de ma mère. Wow! OK, ouais. OK. Mais comme je viens de la campagne, comme j'aime beaucoup être avec les filles aussi, moi, je pense que je suis en amour avec Nathalie Chabot, qui est pas ma voisine, mais qui habite pas tellement loin. Donc, je passe pour vrai, mon primaire avec Nathalie Chabot. On se donne des fois des petits bisous. Tu sais, fait que pour moi, c'est vraiment ma blonde. Tu sais, mais elle a les cheveux longs, c'est moi qui lui fais des tresses. Tu sais, c'est pour vrai, de l'extérieur, tu dis, oh, le petit gars qui fait des tresses françaises à sa blonde, d'après moi. Mais dans la campagne, dans ma famille, il n'y a personne dans mon rang, personne dans mon village qui est gay. Fait que, tu sais, ou en tout cas, il y avait une madame avec une moustache, là, mais elle n'était pas lesbienne. Personne ne parlait de ça. Tu sais. Elle était toujours avec sa chum de fille, mais elle n'était pas lesbienne. Bref, ça ne se parlait pas. On n'en parlait pas.
Fait qu'il n'y avait même pas aucun doute que tu ne te posais pas la question. Puis est-ce qu'on te traitait de gay ou de fif ou à l'école, puis Oui. tout ça? Le mot gay n'était pas encore sorti, fait que c'était beaucoup fif, tapette. Ouais, c'était beaucoup ouais. ça. Ouais. Puis ça, toi, à ce moment-là, ça te fait-tu doublement mal parce qu'intérieurement, tu le sais, Chris, que C'est toi, t'es sûr. gay? Ouais. Mais tous ceux qui se font intimider, c'est toujours plate parce que tu sais que les autres ont raison de t'intimider. Je comprends. C'est ça qui est dur. Tu sais, la personne qui est bien enveloppée, qui se fait traiter de non, elle se dit, ben oui, c'est ça que je mérite, c'est ça que je suis. Fait que moi, maudite tapette, ben oui, c'est vrai, je le suis, tapette en dedans, mais c'est juste que je veux pas le dire, mais ça fait doublement mal, mais ça te fait doublement fermer ta boîte. Parce que tu dis, ils ont raison, je peux pas me défendre. Mais c'est là le cercle vicieux, c'est là que ça devient dégueulasse. Puis le fait que tu l'annonces à 20 ans, c'est parce que ta famille, ça faisait déjà... Ouais, ça faisait 2 ans qu'ils étaient aux États-Unis, eux autres. Exact. Fait que ça t'a pris plus de temps à cause de ça. Tu l'as annoncé avant. Pourquoi attendre à 20 ans? C'était quoi ton processus? Ben, j'avais un chum steady, là, tu sais, à 20 ans. Okay. Fait que je m'étais dit, je vais vraiment leur annoncer quand j'aurai un amoureux à leur présenter, tu sais, éventuellement à Noël ou, tu sais, qui va venir avec moi en Floride, là, pour que... Ouais. Parce que sinon, ça sert à quoi de le dire, tu sais. Fait que j'ai vécu ma vie d'un bar, tu sais, là, comme un gay peut vivre, ben, comme un hétéro aussi, là, tu sais, quand t'es jeune, tu sors d'un bar, puis tu vois du monde, puis t'as du fun. Mais quand j'ai eu mon premier chum steady, c'est là que j'ai voulu leur annoncer. Puis tes parents étaient-tu surpris ou ils étaient comme, ils ont-tu tombé en bas de leur chaise ou ils étaient comme, ben oui, Joël, franchement? Non, il n'y a pas personne qui est tombé en bas de sa chaise. C'est très cute parce que j'avais fait tu sais, je suis metteur en scène aujourd'hui, mais j'avais fait une belle mise en scène de mon annonce. C'était quoi? Je n'étais pas venu avec mon copain cette première fois-là parce que je voulais leur annoncer sans qu'il soit là. Tu sais, si j'avais aucune idée de leur réaction. Donc, dans une des pièces, dans la chambre à mon frère, j'avais installé des lampions. J'avais fermé les lumières, je l'avais tout mis en rond, toute la gang. J'avais dit, là, j'ai quelque chose à vous annoncer. Ben c'est ça, je suis homosexuel. Parce que c'était le mot qu'il fallait dire à l'époque. Tu sais, un homosexuel, tu étais un homosexuel. Tu n'étais même pas homosexuel, tu étais un homosexuel. Donc, j'annonce la patente dans le noir parce que j'avais trop honte, tu sais, de ne pas voir leur réaction. Tout de suite, ma sœur, naturellement, s'en vient vers moi. Elle me fait des câlins, c'est super. Mes deux frères viennent me voir. Hey, pour vrai, on s'en calisse. Les deux sont partis. Ma mère est venue me brailler d'un bras. Puis mon père, lui, il était correct avec ça, mais il était comme mal à l'aise un peu. J'ai l'impression qu'il n'était pas capable de gérer son émotion. Ouais. Puis lui, c'est plus tard qu'il est venu me voir pour me dire, tu sais, il dit, moi, ce qui me fait de la peine, c'est pas que tu sois homosexuel, c'est que je me demande comment tu vas faire pour te trouver un copain. Lui, il pouvait pas s'imaginer. C'est vrai, dans le fond, comment tu fais pour savoir que tu approches quelqu'un qui va pas te donner une claque à la gueule parce que lui, il est hétéro, puis tu fais, hey, que ça veut... Lui, c'est tout ce monde-là qui, je dis, ben, il y a des endroits où on va... il y a un village qu'on appelle un village gay à Montréal. C'est une rue, puis les gays... Ah, ouais! Fait que là, c'est tout du monde comme toi que tu rencontres, puis là, vous avez pas peur de vous faire frapper, vous faire tabasser, puis lui, c'est ça qui faisait de la peine. Il y a quelque chose de cute quand même dans le père envers son fils. C'est sûr. Est-ce qu'il va être correct? T'sais? Mais c'est quelqu'un va-tu y faire mal à mon enfant? Mais ça prouve l'époque encore plus d'une annonce de mon fils est gay à mais vas-tu se faire frapper? Ça prouve, Chris, c'est sûr. Le chemin dans la tête n'est pas censé s'en aller vers là. Puis à l'époque, c'était comme ça. Mais même, je te dirais, souvent, ce qu'on entend parler de la violence faite aux gays, c'est souvent des gays qui se sont fait tabasser. Tu sais, c'est ça qu'on voit aux nouvelles. Fait que lui, il pensait que tous les gays devaient passer par là. Tu sais, c'était comme sa référence. Ah, sacrément. Puis à ce moment-là, j'imagine, c'est un poids comme du moment que c'est annoncé, accepté par ta famille. Bien sûr. Après ça, toi, là, t'es parti sur la rumba, on t'a jamais arrêté. On n'a plus jamais revu. Mais c'est quand même une étape. Tu sais, un straight n'aura jamais à vivre ça de sa vie. Tu sais, et être différent, ça demande un courage là, incroyable. Et ce courage-là va te rester après pour le restant de tes jours. Mais tu sais, je regarde mes frères, ma soeur, ils n'ont jamais eu à faire une mise en scène pour annoncer qui ils étaient. Des petits lampions. Des petits lampions, tout dans le noir, mais c'est fou. Mais quand tu nais dans la norme, ta vie est quand même plus facile. Fait que je le comprends, mon père aussi, de se dire hey, sa vie ne sera pas facile à mon gars. Tu sais, c'est ça qu'il voulait épargner. Puis
une autre facette que mes parents avaient aussi, c'est que je pourrais jamais leur donner de petits-enfants. Mhm. Ça me touche parce que on recule là, il y a longtemps, puis moi aussi, c'était ça qui me faisait de la peine d'être né homosexuel. Je me disais, calisse, je pourrais pas avoir d'enfants, ou bien je vais faire comme ceux qui faisaient à l'époque, je vais me marier, je vais avoir des enfants, je vais me divorcer, ou bien je vais tout penser que tout ça, ça se peut pas, je vais m'en aller prêtre, tu sais. Ouais. Et c'était un ou l'autre à l'époque, c'est fou. Mais j'ai toujours eu dans ma tête que je sais pas comment, mais ça se peut pas que je puisse pas un jour avoir des enfants. Tu sais, j'ai été dans les grands frères et grandes sœurs de Montréal pendant 10 ans, où j'avais un petit frère, mais qui était pas mon enfant. Mais moi, dans ma tête, c'est comme s'il était mon enfant, parce que les grands frères, c'est t'as le sexe que t'as pas. Tu sais, donc, cet enfant-là avait une mère, mais avait pas de père. Donc, le grand frère vient remplacer le père. Ouais. Alors que les grandes sœurs, ben, ils vivent avec leur père, ils voient pas beaucoup leur mère. Donc, tu sais, c'est pour équilibrer, à vrai dire. C'est ça le but de l'affaire. Mais je me disais, tu sais, c'est peut-être ça mon rôle. Je vais être grand frère toute ma vie. Je vais prendre, tu sais, puis mon petit Félix-Antoine, aujourd'hui, écoute, il a 4 enfants. Tu sais, il a retrouvé son père. Je l'ai même aidé à retrouver son père, les tests d'ADN, de tout, pour prouver que, tu sais, que son père, il le reconnaissait pas. C'était un one night que sa mère avait eu. Puis, mais lui, il savait que c'était lui son père. Fait que, tu sais, on est allé en cours ensemble pour, tu sais, c'était, c'est vraiment puis c'est un petit gars aujourd'hui, un petit gars. C'est ça, pour moi, c'est comme un enfant, là, tu sais, mais c'est ça, il y a 35, probablement, si c'est pas plus. Ça se passe comment, justement, compte tenu que ça te faisait de la peine ou que ça te touchait de ne pas offrir des petits-enfants, en quelque sorte, à tes parents? Comment ça se passe, justement, la journée que tu leur dis « Ouais, ben, il y a un petit bonhomme qui s'appelle Lambert qui va s'en venir. » Comment ça se passe? Ah, c'est sûr, c'est merveilleux. J'ai mis mon père parrain. Puis ma mère est venue avec moi en Chine pour le chercher parce que t'as beau vouloir avoir des enfants, j'avais jamais changé une couche de ma vie ou à peu près pas, ça faisait longtemps. J'avais besoin de ma mère, moi, pour m'accompagner, pour me dire quoi faire, les premiers rudiments d'un rôle de papa. D'habitude, tu y vas en couple, fait que tu peux t'échanger, te questionner. Mais là, j'étais très insécure par rapport à ça, puis fait que, écoute, ça a été c'est l'empereur de Chine qu'on l'a appelé pendant plusieurs années parce que il n'a pas été dans la misère, moi, te dire. Fait qu'on allait souvent en Floride, souvent au Connecticut, parce que mon père, il a déménagé au Connecticut aussi pour la compagnie. Donc, on allait souvent au Connecticut avec Lambert. Puis cette fusion-là entre mon père et Lambert est incroyable. Incroyable. Ça, c'est touchant. C'est très touchant. Wow! Puis j'imagine que ça se passe mieux que tu pensais, moins bien que tu pensais. Écoute, en plus, tu es un papa seul avec un enfant de 2 ans. Sais-tu. Mets-moi des mots là-dessus. Bien, c'est-à-dire que ma mère était très présente. J'ai engagé ma mère comme nounou. Parce que c'est ça qu'elle faisait dans la vie. Mais là, je dis, OK, là, moi, je t'engage, puis tu vas travailler pour moi. Parce que j'avais aussi, tu sais, le travail n'arrête jamais. Puis, comme une femme enceinte, si elle arrête trop longtemps, c'est comme si elle n'existait plus. Fait que, moi, j'étais un père célibataire qui venait de donner naissance à un enfant, si on veut. Donc, je voulais quand même continuer mon métier, prendre quand même quelques semaines. Mais, tu sais, fait que ma mère était là, puis de très bons conseils. Tu sais, quand vient le temps c'est quand que ton enfant est propre, là, c'est un matin, tu te dis, OK, là, t'es propre. Tu sais, ma mère, elle m'a tout montré ça, puis j'ai tout suivi à la lettre, ses conseils. Puis mon père, lui, était beaucoup plus dans léguer à son petit-fils qui aimait, tu sais, aller faire de la pêche avec lui, aller magasiner au Costco, tu sais, faire des vraies affaires de grand-père et de petit-fils, là. C'était vraiment, vraiment cute. Je doute pas je doute pas du nom l'empereur de Chine, là. Ah non, c'était vraiment il y avait tout ce qu'il voulait. Puis même, puis dès le départ, quand j'ai adopté Lambert, dans son orphelinat, il était, je pense, 1300 enfants. Et Lambert était le seul garçon. Parce qu'en général, en Chine, tu veux la descendance et qui va prendre soin des parents, c'est le garçon. Donc, et ils ont droit à un seul enfant. Donc, souvent, le premier enfant qui naît, si c'est une fille, il le donne en adoption. C'est pas pour mal faire. C'était comme ça dans la coutume. Donc, Lambert était le seul garçon. Fait que je peux te dire que lui, des noms, il n'y avait pas eu ça souvent dans sa vie. Et en général, quand tu adoptes, nous, ce qu'on nous avait préparé à l'agence, c'est qu'ils te mettent dans une salle, ils te nomment ton nom, ils te donnent ton enfant, ils te le mettent d'un bras, merci, bonsoir. Mais moi, j'avais l'empereur. Alors, moi, j'ai eu les 2 nounous,
le directeur, une toile rouge en velours et on prenait des photos à tous les jours. Ben Pendant les voyons 2 donc. semaines que j'étais là, l'empereur de Chine se faisait prendre des photos. Jusqu'au jour où on s'en va dans un supermarché, il voit des bonbons, il veut un bonbon, je fais non, 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 donne pas de bonbons. Il comprenait pas mon langage, mais il comprenait. Et là, Ouais. la crise à terre, là, la crise a frappé. Je dis, oh, c'est ici que ça commence. Alors que je m'attendais à avoir un enfant qui avait été un peu mal nourri, mal mené, mal aimé. Au Ouais. contraire, moi, il avait été trop aimé ou aimé de la mauvaise façon. Ouais. As-tu été capable de casser ça ou même aujourd'hui, Ah t'es oui. comme OK, parfait. Non, non, moi, je suis très, très autoritaire. Ouais. Je suis comme ma mère. Tu sais, je reprochais à ma mère de l'être, mais je suis pareil. Fait que ça n'a pas été long que sa crise de bacon, je le laissais faire. Génial. J'allais m'asseoir dans un banc, je le regardais, puis je regardais le monde passer. Puis je disais à ma mère, reste pas loin, mais moi, je vais arrêter. Puis ça a duré 2-3 jours, puis il a arrêté sa crise. Excellent. Excellent. Puis C'est ça. j'imagine. Puis qu'est-ce que tu as fait avec Lambert ou que tu t'as pas fait que tu rectifies certaines choses avec tes jumelles? Ben, à vrai dire, c'est tout à fait différent parce que là, les jumelles, je les ai eues avec mon conjoint. Donc là, on est deux. Ouais. Mais pour vrai, on parle souvent des familles, des mères, des pères monoparentales, comme quoi ça doit être difficile. Oui, il y a des parties très difficiles, mais il y a une partie facile, c'est que tu es seul à l'élever. Tu l'élèves exactement comme toi, tu veux. Ouais. Alors qu'à deux, et c'est là que j'ai pogné un peu mon Waterloo parce que je dis, oh, Calvin, OK. Ah. Puis Junior est complètement à l'opposé de moi. C'est souvent ça, les couples. Donc, lui, il est très, très maternel, très couvent. Faut jamais que les filles pleurent. Faut jamais qu'ils manquent de rien. Ils veulent manger des bonbons à 2 heures l'après-midi. Ben, certainement, tu sais. Ah ouais. Alors, on a eu à s'ajuster beaucoup en début de vie des filles parce qu'on était complètement à l'opposé. Puis Lambert, qui a été élevé par moi, donc d'une façon très stricte, ben lui, il n'aimait pas ça de voir que là, les filles, c'était pas aussi strict. Ouais, fait que là, il réagissait à écoute, on est tout allé en thérapie toute la famille parce que ça marchait pas, on serait pas passé à travers. Mais aujourd'hui, c'est parfait. Là, on a trouvé nos tu sais, comme par exemple, l'heure du coucher, c'est Junior qui s'en occupe. Okay. Parce que lui, ça peut durer 1h30 avant que les filles s'endorment. J'exagère toujours pour faire un show, mais ça peut durer plusieurs heures, plusieurs minutes, mettons. Ouais. Alors que moi, avec Lambert, c'était je le couchais, merci, bonsoir, lumière fermée, pas de musique, rien, tu dors. Mais là, c'est la petite musique, c'est la petite histoire. Ouais. Ah oui, oui, parfait, t'as oublié telle affaire. Tu sais, mais je dis, Junior, les filles te niaisent, là. Tant que tu vas leur en donner, ils vont en prendre, tu sais. Mais bon, c'est son trip. Je m'en occupe plus des. Hey, mais ça a dû être dur pour un gars comme toi, comme tu dis, à ce niveau-là, qui est strict, de lâcher prise. T'es comme à 12 pieds d'une situation. Exact. Chris, ça a dû être dur pour toi, ça? Mais comme c'est dur pour Junior de me voir, par exemple, à la table, c'est moi qui lead. Okay. Fait que des fois, il fait tabarnouche, c'est donc ben. Ah, moi, je t'achale dessus dans tes couches, non? Alors, ici, je prends le contrôle. Fait que moi, à table, c'est assis, c'est la mélodie du bonheur, là, les 7 enfants, le tac, 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 tac. On jase de notre. Il n'y a pas de téléphone à la table, il n'y a pas de jouets à la table, on mange que dans notre assiette. Si tu ne manges pas tout ce qui est. Si tu ne manges pas tes légumes, c'est tout, il n'y aura pas de dessert. Je sais qu'il ne faut plus faire ça. Ils nous disent non, 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 moi, je m'en calisse. Moi, c'est de même, ça marche. C'est ma façon de faire. Puis je trouve, moi, je pense toujours à mes enfants quand ils vont aller ailleurs. Ouais. Je pense pas quand ils sont chez nous. Je sais que je suis ben trop strict, mais moi, quand je veux qu'ils aillent ailleurs, quand je pense qu'ils vont être ailleurs, je veux qu'ils soient parfaits. Je comprends. Irréprochables. Je veux que les mères me disent vraiment, là, vos jumelles, waouh, mon Dieu, ils sont donc bien élevés. Ils demandent la permission avant de se lever de table. Tu sais, c'est comme ça. Moi, j'élève mes enfants pour les voisins, pas pour moi. Puis, est-ce que tu sais, comme là, je t'écoutais parler, il y a eu thérapie familiale avec ta propre famille. Là, il y a eu thérapie avec ta famille, c'est-à-dire avec ton père et ta mère. Puis là, il y a eu thérapie avec ton chum et les enfants. Fait que toi, tu cumules plusieurs heures de thérapie qui, clairement, ont été plus que bénéfiques. Là. Bien, ça finit toujours par l'être. Ça ne l'est pas toujours au moment où tu veux, mais ça ne peut pas nuire. Là. Aller parler de soi, aller essayer de régler des problèmes, aller toucher une noirceur, une ombre, ça ne peut pas nuire. Est-ce que toi, tu consultes solo? Oui. Je vais boire, j'ai une petite... Oui, vas-y. Puis est-ce que ça fait une certaine lumière sur ton petit nuage gris? As-tu l'impression que ton nuage peut se dissiper en vieillissant par rapport à cette peine-là qui est toujours Tout à fait. peu... Ouais? Oui. La mélancolie est quand même
beaucoup moins présente ou plus facile à gérer. Je le vois quand il y a une situation qui me rend mélancolique. J'ai maintenant les outils pour faire OK, je vais plonger dedans, puis ça va durer quelques minutes, puis après ça, je suis capable de m'en sortir. Ouais. Parce que je l'ai identifié. C'est ça que ça donne la thérapie. Ça te donne pas, c'est pas magique, mais ça donne les outils. Puis après ça, tu sais que tu as les outils. Si tu le fais pas, tant pis pour toi. Exactement. Mais ça existe. Tu sais que c'est là. Fait que tu sais quoi faire. Non, mais je suis content que tu en parles. Pour les gens qui écoutent, là, je trouve toujours que c'est toujours une bonne solution. Puis je trouve que tu l'as bien résumé. Ça te donne les outils, puis c'est ça qui est important. Puis, je reviens au niveau académique, primaire, secondaire. Étais-tu un petit bolé? Étais-tu le gars qui avait toujours une moyenne de 126 il y avait, moi, Patrick Vanas qui m'a suivi parce que d'une campagne. Hein, fait que de 1 à 6. Patrick Vanas, lui, était bon. Je pense qu'aujourd'hui, il est astronaute. Là, je dis n'importe quoi, mais tu sais, c'est pas battable. Là, on est arrivé à la première journée de maternelle, il connaissait toutes les planètes, tous les drapeaux de capitale du monde, il savait tout. Tu sais, c'est impossible. Fait que j'ai toujours été deuxième. OK. Mais quand même, c'est bon. Deuxième sur une classe de 30. Oui, mais on devait avoir, pour vrai, 55 points d'écart. Là, mais parce que je pense que de tous ceux avec qui j'ai fait le primaire, on est comme deux à avoir fait le cégep. Là, c'est tous des gens qui ont repris la ferme. Puis c'est super, c'est honorable pour vrai. Là, c'est un métier. On en a besoin des cultivateurs puis des fermiers. Alors, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient des aspirations à étudier. Donc, c'est pour ça que j'étais le deuxième, là, pas parce que j'étais nécessairement bon. Puis quand je suis arrivé au secondaire, ben là, moi, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que tout ce qui est français, ce qui était, ça pour vrai, j'étais le meilleur de loin. Tous les trophées, là, remis, ça, j'avais tout ça, mais tout ce qui était chimie, physique, mathématiques, là, ouf! J'en ai arraché pour passer de justesse, là, parce que ça m'intéressait pas. J'ai pas ce boss-là, comme on dit, la boss des maths. J'ai pas ça du tout, puis ça m'intéresse pas. Je voyais pas à quoi ça pourrait me servir dans le métier que j'avais déjà choisi de faire. Oui, c'est ça, exactement là où je m'en allais. Quand c'est placé dans ta tête, puis tu le sais que ça ne te servira pas, c'est dur d'aller chercher la motivation. Là. Exact. Étais-tu très compétitif envers toi-même? Mettons, en bas de telle note, tu étais déçu ou tu tombais rapidement en mode « j'ai fait de mon mieux ». Non, j'ai toujours été assez compétitif. Je pense que je connais pas personne qui fait le métier qu'on fait qui n'était pas un peu compétitif. Oui, c'est ça. Parce que sinon, ce n'est qu'un métier de ça. On est toute notre propre petite PME, puis si je laisse tout aller puis je fais rien, d'après moi, je serais pas encore là, tu sais, puis tu serais pas où est-ce que tu es aujourd'hui. Fait que j'ai l'impression qu'on a tous ce petit côté-là, mais il faut que ça soit une compétition qui est saine, qui vient avec des récompenses. Moi, c'est ça que j'avais pas, c'est ça que j'ai pas appris, puis que j'ai appris au cours des dernières années, c'est qu'il faut se récompenser quand on fait un bon coup. Totalement. Parce que si tu te récompenses pas, c'est ton ombre qui va vouloir se récompenser. Puis elle va t'amener dans des sphères plus noires. Alors que si tu acceptes, hey, là, pour vrai, j'ai fait un bon coup, je me récompense. Tu sais, moi, j'ai coupé, il y a longtemps, j'ai coupé le sucre, tu sais, les gâteries, tout ce qui était le fun pour la santé, j'avais tout coupé ça. En plus de l'alcool, en plus des drogues, en plus de la boisson, tout ce qui pouvait m'amener un peu de fantaisie, j'avais tout coupé ça. Alors que là, il y a quelques années, je me suis dit, OK, il faut que je rééquilibre. C'était déséquilibré, mon affaire. J'étais dans l'armée. Je m'étais mis moi-même dans un pensionnat où j'étais tout seul dans mon... Tu sais, ça marche pas, ça, là. Alors, moi, j'ai toujours aimé les Joe Louis. C'est l'affaire que j'aime le plus au monde. Mais congelé. Alors, j'ai... au Costco, tu en as une boîte de 48. Donc, j'ai toujours un 48. Et chaque fois que je fais un bon coup, je suis fier de moi, avec raison, je vais dans le congélateur, je prends mon Joe Louis, je le savoure. Il n'y a rien pour moi qui... Fait que ça, c'est une récompense que je me donne. Si, j'aime tout ce qui se passe. Pour m'enlever la rigidité que j'avais. Est-ce que... Ben oui, mais c'est un excellent... J'adore ça. Puis comment tu t'assures de le manger seul? Tu le manges sur le divan? Tu prends une fourchette? Tu croques? Je le mange assez tout seul. Tu me fais penser à ça. C'est comme ma petite victoire. Oui. Fait que je monte à l'étage, puis je sais quand les enfants sont pas là, parce que sinon, je serais obligé d'en partager. Ben non, ça me tente pas. Non, non, mais c'est vrai que... Fait que, tu sais, déjà, quand juste le son, là, il est gelé, là, tu sais, fait que le petit bruit là, que ça fait quand tu l'ouvres, là, tu l'essaieras, c'est jouissif. Puis après ça, tu croques dedans, là. C'est bon, c'est écœurant. Mais justement, pour les gens qui nous écoutent, qui pensent un peu comme moi,
qui croque dedans. Mais là, il est gelé, tabarnak. Non, mais un Joe Louis, c'est pas, ça vient pas comme un bout de trottoir. Là. Il y a tellement d'affaires là-dedans. Tu peux laisser sur le comptoir 3 semaines, il va être frais. Fait que dans le congélateur, il ne gèle pas tout à fait. Il est juste bon sous la dent. Mettons, on est dans un resto chic, là, 5 étoiles, est-ce que tu préférais le gâteau au chocolat incroyable du restaurant ou si je te donnais le choix, sans jugement aucun, tu prendrais quand même ton Joe Louis congelé? Non, je prendrais le gâteau parce que c'est une expérience unique, parce que je ne voudrais pas passer à côté de ça. Je comprends. Okay. Puis le resto, c'est pas vraiment pour me récompenser de quelque chose, c'est parce que je vais être en voyage ou tu sais, c'est... Ouais. Parce que pour tous ceux qui ont des enfants, c'est rare qu'on va au resto. Tu sais, c'est pas pour moi une façon de me récompenser. J'ai comme perdu l'habitude, moi, de ça depuis que j'ai des enfants. C'est plus de troubles que d'autres choses. Tu sais, ils aiment rien, ils veulent rien. Il faut qu'ils disent s'il vous plaît, merci. Puis, tu sais, comment je suis à table, les enfants. Pour vrai, je relaxe pas pantoute de restaurant avec les enfants. Fait que, pour moi, aller au restaurant, c'est parce que là, je me suis pas fait de lunch, puis je vais aller manger. Fait que, oui, je mangerai le dessert du jour. Mais le Joe Louis, ça, c'est vraiment la petite case à part de récompense. T'étais-tu un enfant difficile quand tu étais plus jeune? Ou justement, ça marchait comme toi, tu veux que ça marche avec tes enfants? Oui. Tu vas manger ça va être ça? Oui, c'est ça. Okay. Oui. Des cigares aux choux, le cœur me levait, mais je les mangeais pareil. Mangez-vous souvent le même Tout le temps la même affaire, oui. Le lundi, mardi, mercredi. Ça, je fais pas ça, par exemple. Dis-moi, c'était quoi le lundi? J'ai essayé de m'en rappeler. Je sais que le vendredi, c'était dégueulasse. C'était, tu sais, jour du Seigneur, là, on pouvait pas manger de viande. C'était vendredi saint. C'est en référence au vendredi saint. Donc, les vendredis sans viande, il y avait ça à la campagne. Donc, c'était du boudin, parce que c'était pas de la viande, c'était du sang. Boudin avec sauce aux œufs. Sauce blanche aux œufs. Asti, je suis tanné, câlisse. Ça, pensionnaire, j'étais heureux pour ça, parce que le vendredi midi, je n'avais pas à manger cette cochonnerie-là. Sinon, je pense que le jeudi, c'était la journée de mon père, c'était des grilled cheese. OK. C'est la seule affaire qu'il pouvait faire. Ouais. Puis les 3 autres, je pense que c'était macaroni, spaghetti, puis pâté chinois. Je pense que c'était... Mais il ne faut pas oublier que ma mère avait, tu sais, quand j'ai commencé à manger, ma mère avait 20 ans. Tu sais, à 20 ans, Christy, tu n'as pas un grand bagage culinaire, fait que... Puis ça s'est un peu amélioré, mais je te dirais que ma mère, maintenant, elle cuisine mieux parce qu'elle est végétarienne aussi depuis des années. Ouais. Donc, elle a appris la cuisine végétarienne qu'elle fait très bien, mais c'était pas une grande cuisinière. Moi, j'ai été élevé aussi sur une ferme, puis c'était exactement... C'était quoi? C'était lundi pâtes, lundi spaghetti ou macaroni, mardi, c'était patate quelque chose, pâté chinois, patate pâté au saumon. Ah oui, ballonné. Ah oui, ballonné, la viande, des riches, des pauvres. Les mercredis, c'était toujours croquetterie. Oh, OK. Croquette et riz, pas croquetterie. Non, mais moi, j'aurais aimé ça, moi, croquette. Tu vois, on n'avait pas ça chez nous. Elle était plus jeune, bien plus jeune. Ouais, non, c'est ça. Moi, j'étais un petit peu plus tendance, mes affaires. Oui, oui. Puis, le jeudi, c'était souvent une genre de macédoine, là, une viande, légumes un peu mélangés, cossaille. Mais le vendredi, par contre, c'était plus pizza. Fun. Ouais, souvent ça. Là, ma mère, elle faisait une petite pizza, des affaires de même. Ouais, mais c'était toujours les 16 premières années de ma vie, à peu près, c'était toujours la même affaire. Puis dans les lunchs aussi. Moi, dans les lunchs, toujours. J'ai mangé des sandwichs au Paris Pâté de la première à la 6e année, mais en 6e année, il y a Christian Chabot, qui était mon ami. Un jour, il m'a dit, tu sais, là, quand tu ouvres le Paris Pâté, là, il dit, ben la broue là, qu'il y a sur le dessus, il dit, ça, c'est mon père, il travaille pour Paris Pâté, c'est lui qui est engagé pour cracher dans les cannes. Puis c'est encore meilleur, ça donne du goût. Ça a été fini. La dernière année, ma mère a dit, ben si tu manges pas ça, arrange-toi. Fait que je me faisais des sandwichs genre à moutarde ou au ketchup. Mais il n'y avait pas de... Parce que d'autres, c'était du Paris Pâté ou du Cam aussi. Le Cam, je ne sais pas si tu as connu ça. Non? C'est une boîte en métal, puis à l'intérieur, c'était du jambon. Ah, OK. Tu dévissais la canne, puis là, tu sortais le jambon, ça sentait là, épouvantable. Puis là, tu tranchais ça, tu mettais ça en 2 tranches de pain. Puis... fait qu'on avait on avait l'option. Ah, moi, c'était sandwich au beurre de peanut. Quand ma mère était oui, mais là, à cette heure, tu n'as plus le droit parce que tout le monde est allergique. Voilà, ouais. Nous autres, c'était dans le temps que ça existait exact. pas. Exact. Ou ben non, sandwich chaud. Quand ma mère faisait des œufs, des fois, là, elle écrasait des œufs avec un peu de maillot. Là, puis là, c'est bon. Ah oui, là, c'était le party en tabarnak. J'avais hâte d'aller manger ma sandwich sous l'heure du dîner. Mais sinon, c'était les classiques Joe Louis, roulé suisse, caramel.
c'était toujours les mêmes. Passion flaky. Passion flaky, le petit jus sucré. Oui. Mais des fois, moi, je voyais des amis, là, les plats à compartiment, des carottes, des brocolis. Oui. J'étais comme, tu sais, puis on en mangeait à la maison, mais dans mes lunchs, non, là, tu sais, mais c'est ça, la vie de ferme, on n'a pas le temps. Il faut que ça roule dès qu'on... Hey, mais, hein? Oui, c'est ça, exactement. Alors, on a eu sensiblement le même menu. Tantôt, tu as dit, au début, tu as glissé le mot camping. Ça, c'est dans tes souvenirs familiaux d'été. C'était quand? C'était quoi? C'est-à-dire que j'ai eu une mobilette très jeune, un scooter là, que j'appelais, ça trahit mon âge, j'ai une mobilette. Parce qu'en campagne, il faut que tu sortes de ta cour. Tu sais. Donc, mon père m'avait acheté, je pense que j'avais 12 ans, une mobilette. Puis je me promenais, puis j'allais au camping à Saint-Liboire, le camping La Liberté, par les chemins. Puis il y avait une espèce d'étang, là, où est-ce que les mamans changeaient les couches des enfants dans l'étang, mais c'était l'étang pour se baigner. Puis j'allais me baigner là avec des amis. Donc, c'est comme ça, mais on n'a jamais fait de camping chez nous. Mais puis le soir, des fois, des familles faisaient des petits feux d'artifice là, avec 2-3 pétards au camping de La Liberté. Donc, j'allais en scooter au camping de La Liberté pour voir les feux d'artifice. C'était mon... Fait que c'est pour ça que je connais très bien le Saint-Liboire. Tu faisais-tu... T'as pas l'air de ça, mais as-tu déjà fait des mauvais coups un peu? As-tu déjà eu tes petites passes un peu plus tannantes ou jamais? Oui. Non, j'étais très théâtral, donc tu sais, c'est arrivé souvent, j'aimais ça, faire des mises en situation qui n'étaient pas vraies. Tu sais, mettons, mes parents étaient à la ferme, puis là, j'arrivais en courant, puis en pleurant, puis là, je disais, il y a le feu dans la maison, j'ai le feu dans la maison. Puis là, mes parents me croyaient, lâchaient tout, s'en venaient, puis là, ils arrivaient, c'était une joke. Tu sais, je voulais prouver que j'étais un bon comédien. Wow. Fait que ça, je peux te dire, j'avais la petite pincette ici de ma mère, puis elle disait, va-t'en dans ta chambre. Puis mon père disait, mon petit polisson, toi. Ça, c'était son plus gros mot. Là. Mon père n'était pas sévère du tout. Fait que quand il disait polisson, ça veut vraiment dire que là, j'étais allé trop loin. Là. Ça, c'était le plus qu'il pouvait te donner. C'était son top. Oui. Mon père, c'était junior. Tu sais. Ouais, c'est ça. On n'est jamais très loin. On ne reproduit jamais très, très loin notre enfance. Puis tu faisais-tu du sport un peu? Tu jouais-tu au hockey? Jouais-tu dans la rue? Jouais-tu? Ben non, tu n'étais pas très sportif? J'étais pas vraiment... C'est-à-dire que je pensais pas être sportif parce que les sports qu'on me proposait, c'était des sports d'équipe. Puis moi, le ballon chasseur, le ballon d'en face, je l'ai eu à répétition. Fait que, tu sais, j'aimais pas ça. Mais mon père était marathonien, a commencé genre vers l'âge de 20 ans à courir des marathons. Puis ça, tranquillement, pas vite, moi, je suis embarqué avec lui. Donc ça, je me suis rendu compte que oui, j'étais sportif, mais un sportif individuel. Ouais. Tu sais, fait que moi, de la raquette, du ski de fond, tout ce qui est sport solitaire, j'adore ça. J'ai besoin de bouger. Pour moi, la pandémie, ça a été extraordinaire parce que j'ai renoué avec le jogging. Ouais. Donc, j'en avais pas fait depuis quelques années. Puis la pandémie, ça m'a remis au goût du jogging. J'ai appelé mon père, fais-moi des programmes, je veux me remettre, tu sais. Fait que c'est vraiment super. Puis est-ce que tu te mets des fois, ben là, ça tombe bien parce que dans le sens que tu fais des choses que tu aimes, la course, tout ça. Est-ce que tu te mets une pression compte tenu, tu sais, des fois, on fait un métier public, tu te mets-tu une pression supplémentaire de rester asti parce que tu fais que. Non, il n'y a jamais de ça. Pas dans le sport, pas dans les activités, parce que je trouve tellement justement que on est toujours en représentation, on nous en demande toujours plus. Maintenant, tu ne peux plus faire un talk show sans aller faire rire. Tu sais, les humoristes, vous avez cette pression-là, mais on l'a nous autres aussi, parce que si t'es pas drôle, ils t'inviteront plus. Ils vont juste inviter les humoristes. Fait que là, tu sais, des fois, de temps en temps, on a des affaires à plugger, nous autres aussi. OK, il faut qu'on soit drôle, comment un humoriste puncherait ça, tu sais? Fait on a toujours ça en tête. Fait que moi, quand vient le temps de faire mon jogging, si je m'étais dit, je vais faire 5 km, après 3 km, je suis écœuré, j'arrête, je reviens à pied. Je vais plus là. Ça, c'était too much pour moi, là. Trop de pression tout le temps. Mais dans mon métier, je l'ai gardé. On dirait que je suis pas capable de faire autrement. C'est comme ça que j'ai appris. Puis je repense à ton anecdote de maman, papa, il y a le feu dans la maison. Quand tu as fait, exemple, des contrats comme le bye-bye, tu as déguisé puis joué, tu devais être mentalement shafté que le calice. C'est exactement pour toi, ça là. Ah non, c'est clair. J'étais on l'a fait pendant 6 ans. Puis, tu sais, Véronique Cloutier, c'est là qu'on s'est vraiment, vraiment connus puis devenus amis. Puis elle avait la même affaire. Puis Louis disait toujours, ça, c'est une cheerleader. Faut qu'elle se fasse aller les pompons, mais c'était la même affaire pour moi.
c'était la première fois de ma vie, je pense que dans cette occasion-là, on me donnait mes 2 pompons rouges. Puis, ouais, Steve, vas-y, fais-le aller tant que tu veux tes pompons, tu as le droit. Ouais. Puis tu vas être bon avec tes 2 pompons, puis là, fais la chorégraphie, fais ça comme tu veux. Tu sais, fait que c'était pour moi des années où j'avais vraiment j'étais shafté, comme tu as dit. J'ai jamais entendu ça, mais je vois l'image. Shafté bien dur. Puis en plus, ça n'avait rien à voir avec la pastorale, puis Jésus, puis toute la quête. Non, là, on était dans d'autres choses, tu sais. Mais le petit gars qui aimait être vu à pastorale, c'était la même affaire, mais juste transposé au bye-bye, tu sais. Ouais, je comprends. Puis c'est le rêve d'une vie pour que quand t'es un fantaisiste de nature, ben, de regarder des bye-bye quand j'étais petit. Moi, avec ma cousine, on pouvait même pas enregistrer ça quand on était jeune. Donc, on écrivait les sketchs chacun chez soi pour pouvoir les reproduire le plus possible après, tu sais, puis on regardait la diffusion. Fait qu'on avait 2 shots pour écrire, pour refaire des sketchs. Fait que quand tu te retrouves après à être là d'un bye-bye, pour vrai, c'était une joie infinie. Toi, comme tu disais tantôt, tu n'as jamais douté, tu n'as jamais dit « Ah, il y a ce métier-là aussi qui est très jeune, c'était réglé. » Oui, puis beaucoup d'innocence de penser que c'est ça que j'allais faire. Quand il est venu le temps de m'inscrire au cégep, ben moi, je me suis inscrit au cégep de Saint-Hyacinthe en théâtre, mais tu avais une audition à passer, là, il y a 500 demandes, ils en prennent 20. Mais pour moi, ben non, je ne m'inscris pas ailleurs. Pourquoi? Puis en plus, j'étais à Sainte-Hélène, à 10 minutes de Saint-Hyacinthe. Pourquoi Mais une chance, j'ai été pris parce que sinon, j'ai jamais eu de plan B. Mais je me rends compte un peu comme un enfant. J'ai jamais eu le plan B de me dire, ouais, peut-être que j'en aurai pas. Non, je vais avoir un enfant, puis c'était ça. Fait que c'est de l'inde, comme une espèce c'est un peu de l'insolence, là, mais c'est ça. Il y avait pas d'autres parcours de prévus. Puis ça, justement, comme tu disais tantôt, ce que tu as vécu, que ce soit l'intimidation, le fait entre guillemets, que ta mère te force à aller au pensionnat. On dit toujours que le parcours théâtral, c'est très rough. Toi, j'imagine, tu arrives là humainement armé quel calice quand même. Non, mais en plus, je sortais de 50 pensionnats. Ouais, c'est ça. Moi, là, enfin, j'atterrissais sur la planète Mars avec tous des extraterrestres comme moi. C'était la première fois que je voyais tout du monde comme moi. Je ne savais même pas que ça existait. Je pensais que j'étais seul au monde d'être comme j'étais. Mais là, on était 20, toutes pareilles, toutes s'habillées, là, tu sais, puis il y avait une fille dans le groupe qui nous faisait des vêtements, là, tu sais, fait que j'étais habillé, c'était épouvantable, c'était épouvantable toute cette époque-là, mais j'avais besoin je sortais de prison. Fait que j'avais besoin de cette liberté-là que ça m'amenait. Fait que oui, j'étais un élève, un étudiant exceptionnel. Je voulais rien manquer. Tu sais, pas une minute de cours, je faisais tout ce qu'il fallait. J'avais attendu ça toute ma vie. Ah ouais, toi, t'es la personne qui est jamais en retard, qui retourne sur le courriel. T'as aucun courriel en attête. Jamais. Okay, c'est ça. Encore aujourd'hui. Oui. Ah ouais, là-dessus, on se ressemble aussi. Il y a plusieurs points qu'on se ressemble. Ah ouais, moi avec, je suis tête en tabarnak. Mais la campagne, ça forme plus qu'on pense. Je pense que oui. Tu sais, déjà, le train, tu sais, je disais que mon père ne nous forçait pas, mais ma mère nous disait souvent, là, tu vas aller aider ton père. Là. Fait que faire quelque chose que tu n'aimes pas, être en contact de faire quelque chose, tu sais, gratter la merde de poule quand ils s'en allaient, les poules, c'est dégueulasse, mais faire ça tous les étés, fait que quand tu trouves un métier où on te fait confiance puis qui est le fun, mon Dieu, répondre à des courriels par rapport à mon métier, c'est extraordinaire. Pourquoi je retarderais ça? C'est ben trop le fun. Puis je me suis jamais tanné du métier que je fais en rapport avec toute la marde que j'ai vécue puis que j'ai gratté dans mon enfance. Fait que moi, je me suis toujours dit, tant que je vais faire ce métier-là, peu importe, n'importe quoi. Mais fait que c'est pour ça aussi que je pense que j'ai développé plein de champs d'expertise par insécurité, qu'un jour quelque chose tombe, ben que j'aurais probablement autre chose. Tu sais? Fait que j'ai toujours entretenu toutes ces facettes-là. Puis y a-tu un moment où, comme tu disais tantôt, ta mère, ton père, si t'étais heureux, vas-y, puis y a pas de problème. As-tu senti quand même qu'à un moment donné, sans pas obligé de te le dire clairement, mais que tu fallait peut-être que tu prouves un petit quelque chose, y a-tu eu un moment où il t'a senti qu'il était vraiment 100% fier parce que tu commences à être connu puis à cause d'un certain projet, ou dès le jour 1, la fierté était dans le plafond? Bien, j'ai toujours senti que mes parents étaient fiers de nous autres comme individus.
Puis jamais mes parents m'ont dit « Hey, on veut pas que tu fasses ça », tu sais, parce que c'est deux personnes qui n'ont pas d'éducation. Ouais. Alors, le simple fait, puis c'est drôle parce que j'ai exactement la même philosophie avec mon fils qui est au cégep, puis là, il savait pas quoi faire à l'université, puis je me disais, tant qu'il va poursuivre ses études, même s'il sait pas ce qu'il va faire, il poursuit ses études. On dirait que j'ai gardé ça de mes parents qui étaient pas éduqués, puis qui, pour vrai, ils en ont arraché, puis ils en ont mis de l'argent de côté pour m'envoyer pensionnaire, même si j'aimais pas ça, là, c'est quand même un montant là, substantiel. Mais on dirait que j'ai toujours senti qu'ils étaient fiers de moi, peu importe ce que j'allais faire. Je comprends. Puis j'ai jamais eu à leur prouver, hey, je suis connu, parce qu'anyway, ils étaient aux États-Unis. Ils n'ont pas assisté à ça. Puis à l'époque, il n'y avait pas Internet. Tu sais, fait que, oui, ils savaient que je jouais dans une émission pour enfants à Radio-Canada, mais mon père, Radio-Canada, lui, on écoutait le 10 chez nous, là, puis Radio-Canada, je pense qu'il ne savait même pas c'était quoi. Tu sais, fait que c'était pas là-dessus la fierté. C'était pas là-dessus. Mais quand mon père est venu, mettons, là, ma carrière, j'avais comme 10-15 ans de carrière. Quand j'ai commencé à faire Occupation Double, mettons, où là tu sais, j'ai vraiment pogné un step. Ouais. Là, mon père, je me rappelle qu'il était venu au Québec, puis il était toujours en arrière de moi, puis je dis, mais pourquoi tu ne marches pas avec moi? Il dit, j'aime ça entendre le monde dire qu'ils t'ont reconnu en avant. C'est cute. Ben ouais, c'est cute, hein? Mon père est cute, c'est un personnage. Il marchait toujours en arrière, puis il dit, oh, je les entends, ils te reconnaissent, ils disent ton nom, là, tu sais. Fait que là, lui, c'était la première fois qu'il était en relation avec ça. Ouais. C'est une espèce de sentiment que son fils était célèbre. puis justement, de ton père à toi et de toi à Lambert, qu'est-ce que tu amènes, qu'est-ce que tu retiens de ton père et de ta mère que tu t'es dit, ça, quand Lambert va être là, c'est certain que c'est d'une importance capitale, je vais lui transmettre ça. C'est quoi les grosses forces ou la grosse force de ton père et de ta mère? C'est exactement ce que je viens de dire, c'est que mon enfant sent que je suis fier de lui, peu importe ce qu'il va faire dans la vie. Puis pour vrai, moi, à mes enfants, j'ai jamais parlé de mon métier. Quelqu'un, il n'y a pas longtemps, quelqu'un me disait, mais tes filles, ont-tu écouté genre Inimini Majimo ou ils savent-tu que c'est toi qui fais Aladdin? Je pense que non. Jamais je leur dis que je vais faire quelque chose. Des fois, ils m'aperçoivent à la télé, mais c'est tellement normal. J'ai pas voulu mettre ça. C'est un métier comme tout le monde. C'est juste que plus petit, les filles ont fait pareil. Lambert disait, écoute, papa, tu connais bien du monde. On marche à la rue, tout le monde te parle. Fait que lui, il pensait que. Puis les filles disent la même affaire. Ouais. Fait que je dis, oui, papa, il connaît beaucoup de personnes. C'est pas les personnes qui me connaissent, c'est moi qui connais le monde. Mais ça, j'adore ça, de garder ça simple de même, parce que c'est comme le végétarisme, c'est quelque chose que j'ai choisi, mais que je ne veux pas imposer à mes enfants. Je comprends. Puis j'aime faire mon métier, je bénis le ciel de gagner ma vie avec ce métier-là, mais je veux pas que mes enfants soient fiers de moi pour ça. Je comprends. Comme moi, je veux pas être fier de mes enfants parce qu'il va être médecin ou, tu sais, il est chinois, mon fils. Fait que c'est sûr qu'il est très bon en mathématiques, c'est sûr qu'il y a comme, ça a l'air cliché, mais c'est tout ça. Mais pour vrai, il pourrait s'en aller, ce qu'il veut, ça me dérange pas. C'est juste que je veux pousser ses aptitudes, comme mes parents ont fait, tu sais. Je comprends. Puis est-ce que tu as la chance de faire un beau métier, puis ça marche bien tes affaires depuis longtemps, ce qui t'amène, j'imagine, l'inverse de ce que tu as vécu plus jeune, c'est-à-dire une situation financière, j'imagine, qui est beaucoup plus agréable que tes parents. Est-ce que ça t'a permis justement de leur donner beaucoup plus que qu'est-ce que tu as reçu? As-tu fait des voyages avec tes enfants? En as-tu profité? Il y en a que, puis je dis ça, puis en même temps, pas besoin de faire des milliers de dollars dans la vie. Il y en a qui vont vraiment garder ça pour priorité voyage. Est-ce que tu as fait ça avec tes enfants? Ben, à vrai dire, j'ai beaucoup, beaucoup gardé parce que mes parents n'avaient pas beaucoup de sous. Tout à coup, mes parents se sont mis à faire des sous et tout à coup, ils ont tout perdu. Fait que moi, j'ai tout vécu ça. Alors, j'ai comme puis ça, je le traite encore avec la psy, mais j'ai beaucoup traîné ce clash-là du jour où on a une Cadillac puis on se retrouve avec une Chevrolet. Tu sais, Alors, moi, j'accumule. Beaucoup, j'accumule beaucoup. Parce qu'en plus, j'ai choisi un métier qui est incertain. Ouais. Alors, jamais sûr, mais là, ça commence à se calmer un peu. Là, à l'âge que j'ai, pour vrai, là, il ne me reste pas 65 ans à faire ce métier-là. Puis même, ça s'accumule quand tu en mets de côté. Mais j'en fais profiter mes enfants, mais pas, sont pas gâtés, mes enfants. C'est pas moi qui les gâte, en tout cas.
C'est Junior encore. Il est-tu tannant, ce style-là? Junior, il garde beaucoup, 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 beaucoup. Puis c'est correct, mais ils vont connaître les deux pôles. Ouais. Moi, chaque fois que mes filles veulent quelque chose, je dis, est-ce que c'est ton anniversaire? Non. OK. Est-ce que c'est Noël? Non. Ben, t'en auras pas. Moi, les cadeaux, je donne ça à ton anniversaire puis à Noël. Les 3 autres 363 jours dans l'année, tu n'auras rien. Parce que tu es gâté de nature. Tu as 3 repas par jour, tu as des beaux vêtements, tu sais, pour vrai, tu as les cours que tu veux suivre. Pour moi, c'est ça, un enfant gâté. Fait que c'est les deux questions. Puis là, je pose la première, ça, ouais, on sait, puis la deuxième, ça va être, c'est-tu Noël? Non, c'est, tu sais, fait qu'ils savent, mais ils essayent tous. Puis Lambert aussi, tu sais, je pensais que ça allait être mon seul enfant, j'aurais pu le gâter, puis je l'ai vraiment pas tant gâté que ça. Est-ce que ça t'amène dans une zone, est-ce que c'est important pour toi de vraiment que ce soit, tu vas me regarder toujours comme ton père? Est-ce que tu as une zone, des fois, que les enfants, amis, chum, Lambert, te racontent pas de... OK, oui, Lambert me raconte ces choses, mais c'est parce que c'est sa nature à lui. Okay. C'est un petit gars très sensible, puis il a besoin de se confier. Okay. Mais c'est pas parce que je suis son ami qu'il se confie. Puis jamais je vais lui donner une solution. Je renvoie tout à lui. Toi, qu'est-ce que tu penses que tu ferais? Ouais, mais c'est pour ça que je te demande la question. Non, moi, je ne le sais pas. Je ne suis pas dans ta peau. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Jamais je vais donner de conseils. Puis ça, c'est fâchant, mais un ami va donner un conseil. Mais un parent, pour moi, c'est... J'ai toujours en tête qu'il faut que je fasse travailler mes enfants pour qu'ils deviennent meilleurs. Tout le temps. Quand je vais quitter, je veux que mon enfant soit... Je veux que Lambert, quand il va s'en aller en appartement, qu'il soit capable de se faire cuire un œuf. Puis faire son lavage, puis faire son... Fait que pour ça, il faut qu'il le fasse. Fait que des fois, j'aimerais bien mieux le gâter. Des fois, je le gâte aussi. Tu sais, s'il y a un bon résultat, je suis OK, je fais ton repas préféré, qu'est-ce que tu veux? Mais pour moi, il faut qu'il travaille. Je pense beaucoup au futur. Alors que le parent qui est plus permissif pense beaucoup au présent. Je veux pas que ma fille, elle pleure maintenant. Moi, je veux que ma fille, elle pleure parce que plus tard, c'est sûr qu'il y a un gars qui va lui faire de la peine. Il faut qu'elle sache comment gérer ses émotions. Fait que moi, je suis toujours dans le futur, puis Junior est toujours dans le présent, ce qui fait qu'on s'équilibre. Non, mais c'est vraiment génial. J'aime ça. Non, mais c'est une belle façon de penser. C'est vraiment de... En fait, c'est faire confiance à l'intelligence de ses enfants. Ah, vraiment. C'est carrément ça. Tu as tellement raison. Puis j'ai confiance. Puis moi, j'ai toujours senti que mes parents avaient confiance en mon cœur puis à ma tête. Et fait si on... Vas-y, excuse. Non, puis même quand ton enfant va tomber, parce que ça va tous nous arriver, quand ton enfant va tomber, ben ton parent va te dire, je sais que tu es tombé, mais je sais que tu as tout ce qu'il faut pour te relever. Parce que tu as pu l'expérimenter. C'est pas la première fois que tu tombes, tu es tombé plein de fois, mais si le parent est toujours là à ramasser l'enfant, puis toujours faire attention pour pas qu'il tombe, ça se peut pas. Il va tomber. Il est tout de même de tomber avec toi, puis apprendre que de tomber de seul à un moment donné, parce que ça fait mal. Justement, par rapport à ça, l'aspect, les premières brosses, l'alcool, les amis, comme toi, t'en prends pas, lui, as-tu quand même, des fois, à un moment donné, mis une bière devant lui à la maison? Bien sûr! Ah oui, hein? Ben oui, évidemment. Bien sûr. Moi, j'ai jamais aimé ça, l'alcool. J'ai jamais été attiré par ça. Mais je sais que c'est rare qu'on n'ait pas beaucoup à pas être attiré par ça. Je sais pas pour quelle raison. Mon père était pas alcoolique. J'ai jamais eu l'appel de ça. Puis, rapidement, j'ai bien su que l'alcool pouvait faire des ravages aussi. Fait que j'ai arrêté. J'ai même pas commencé. Je me suis dit, bon, ben, je vais mettre mon argent ailleurs, puis c'est tout. J'aime pas ça. Mais Lambert, il est pas plus attiré qu'il faut. Mais pour vrai, quand il a eu 18 ans, il n'avait jamais vraiment goûté à ça. J'ai dit, là, on va faire le party. Puis avec Junior, je dis, ben ouais, buvez ensemble, faites quelque chose. On est allé au casino ensemble. Il ne connaissait pas ça. Il a détesté ça, mais au moins, il faut toujours bien qu'il sache que ça existe, que ça peut être le fun. Puis, mais tu sais, Lambert est proche de ses sous comme moi je le suis. Fait qu'il avait apporté 20$, puis après 5 minutes, il n'en restait plus. Il dit, ça se dépense vite ici des sous. Fait qu'il a détesté le casino. Il n'a même pas vu qu'il pouvait s'en faire. Il a vu qu'en 5 minutes, son 20$, c'était parti. Alors qu'au chocolat favori, il faut qu'il travaille 4 heures pour avoir ça. Là, il n'a pas aimé ça, ben. Puis si on oublie l'aspect des enfants, mais qu'on reste dans le voyage, est-ce un voyage qui t'a marqué dans ta vie ou que tu aimerais faire? Ou Il y a plusieurs voyages qui m'ont marqué, mais c'est tous des voyages, tu sais, le One Life Trip, c'est-à-dire, bon, quand je suis allé chercher Lambert en Chine, pour moi, ça, c'est le voyage d'une vie. Là, tu pars avec rien, puis tu reviens avec un enfant, tu sais, essaye de... Ça peut pas à côté ça.
Mais l'année avant que j'aille, 2 ans avant que j'aille chercher Lambert, j'étais allé aider ma tante qui est missionnaire en Haïti depuis plus de 30 ans. OK. Dans un petit boui-boui, là, tu sais, elle a une orphelinat qu'elle tient à bout de bras, là, pour vrai, avec de la broche, puis tu sais, puis j'étais allé lui donner un coup de main, j'étais allé passer un mois là-bas, et ça m'a vraiment, pas transformé, mais venu confirmer. Parce que quand j'étais tout petit, je disais, quand on disait « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » Je disais « Je vais être un comédien missionnaire. » Oui. Ça n'a pas rapport, mais je voulais être un comédien missionnaire. Donc, toutes ces années où j'ai animé le Téléthon Enfants Soleil, pour moi, c'était ça. J'étais exactement dans ma rivière, un comédien missionnaire. Donc, un animateur, mais par mon animation, j'amasse des sous pour une bonne cause. Ouais. Donc, quand je suis allé avec ma tante, tout ce côté-là missionnaire que j'avais en moi, puis que j'ai encore beaucoup, de se servir de ce qu'on a reçu pour redonner, ça, pour moi, ça me rend vraiment, vraiment, je sais pas, fier, puis je me sens rempli de quelque chose. Fait que je sais que très bientôt, tu sais, j'ai 55 ans, c'est rare que tu vois un animateur de 65, là, tu sais, fait que j'ai l'impression, je me dis, il me reste peut-être comme un 5 ans, tu sais, à la télé, puis à la radio, c'est la même affaire, et un gars de 60 ans en radio, t'as pas ça, tu sais, je suis pas plus fin qu'un autre. Je me dis, il me reste comme un 5 ans à profiter de ce métier-là. Metteur en scène, je vais faire ça, moi, comme Denise Filiatro, jusqu'à 91 ans, jusqu'à temps qu'on va vouloir de moi. Mais tranquillement, pas vite, je vais tomber dans la philanthropie. Je vais avoir envie de partir avec mes enfants, aller faire des missions, aller, tu sais, leur enseigner la chance qu'ils ont aussi. Tu sais, Lambert, là, il exprime le désir de retourner en Chine. Il n'a jamais eu cette envie-là. Fait que là, je vais retourner, tu sais, je retournerai avec lui. Retour aux sources, aller voir son orphelinat, aller voir dans quel hôtel on était, où il a été retrouvé. Tu sais, c'est ça pour moi, là, ça, c'est mon genre de voyage. M'en aller au Mexique, m'étendre sur une plage, on dirait qu'à l'âge que j'ai, premièrement, la peau ne résisterait pas à ça. Puis deuxièmement, il faut que ça bouge, j'ai envie de bouger, j'ai pas envie de m'étendre. Puis à 55 ans, tu t'étends pas pour dormir. Tu sens qu'il reste moins d'années qu'il y en avait. Tu l'as dit tantôt, tu peux pas t'étendre à rien faire, tu vas broyer. Exact! Fait que tu sais, broyer au Mexique, c'est plat dans maudit, avec la tourista. Hey, bien mieux broyer ici. Est-ce que des fois, consciemment ou inconsciemment, t'as peur de peut-être, tu sais, comme ta famille, boum, est partie aux États-Unis, n'est pas revenue. Des fois, t'as-tu peur que Lambert, comme son désir pour la Chine, peu importe, qu'il quitte la Chine ou ailleurs pour ne pas revenir? J'ai hâte qu'il saque son camp de la maison. Ouais, mais s'établir ailleurs longtemps sans revenir, tu y penses-tu? Ah, ça, j'ai jamais pensé à ça. Bien, je le vivrais probablement comme mes parents l'ont fait, c'est-à-dire qu'on s'arrange. Puis maintenant, c'est tellement facile avec. Oui. Mais moi, il n'y avait pas ça à l'époque. Mais tu sais, pour vrai, tu peux rester en contact avec quelqu'un pareil. Mais j'ai jamais imaginé ça. J'avais vu une voyante juste avant que les filles naissent, puis la voyante m'avait dit, tu vas avoir des jumelles. OK? Ah ouais. Je savais même pas, c'était pas. On essayait, mais il y avait. Tu vas avoir des jumelles, puis elle dit, il y a une des 2 jumelles à 15 ans à part. Vous la reverrez plus à carrière, elle s'en va de la maison à 15 ans. Puis j'y pense aujourd'hui, puis moi, je suis content pour elle. Puis Junior, j'ai dit ça, il s'écroule puis il broye. Il peut pas concevoir qu'un de ses enfants grandira pas avec lui. Moi, je fais « Oh my God, c'est super! » Surtout qu'aujourd'hui, le monde appartient aux enfants. Ouais. Moi, quand j'étais jeune, jamais j'aurais pensé aller faire carrière en France ou ça se pouvait pas. Fait que c'est pas arrivé parce que j'ai pas orienté, mais c'était pas là, c'était pas ouvert. Mais aujourd'hui, tu as envie d'aller faire carrière n'importe où dans le monde, vas-y. My God, c'est super. Tu reviendras après ou pas, mais. Puis là, tes filles, ils ont 7 ans, t'as dit? Oui, 7 ans et demi. Ouais. 7 ans, OK. Fait qu'il reste moins de 8 ans à Junior. Avec capable. Oui. As-tu déjà, mettons, là. Je sais très bien laquelle va partir. Puis ça va être pourquoi? Pour quel métier? J'ai aucune idée. Okay. Mais il y en a une qui est très, très, très dépendante de nous, puis l'autre qui est complètement indépendante. Fait que je trouve que ça marche. Mais tu sais, j'essaie pas de mettre ce que la voyante me dit sur son dos. Jamais j'y parle de ça. Mais mettons que j'ai ça en tête, j'ai spoté, il y en a une pour vrai. Elle, déjà en maternelle, elle disait non, papa, viens pas me reconduire. Là, je sais. Elle, je la laissais sur le coin de la rue, mais avec l'autre, il fallait que je l'amène à la tenir par la main. Mais l'autre, c'était une honte. Je suis capable seul. Là. À la maternelle. Maternelle. Calvaire, hein? Ça, c'est de l'indépendance. Oui. Ben, moi, je prône ça parce que je suis très indépendant. J'aime beaucoup ça. Puis Junior vient tout ramener ça avec le côté beaucoup plus maternant.
sais, qu'on fait un cocooning ensemble, Ouais. tu sais. Fait que j'adore ça aussi parce que moi, j'ai moins connu ça. Et on sait, Lambert, comment est arrivé dans ta vie. Les jumelles, ça s'est passé de quelle façon? Bien, les jumelles, à vrai dire, on voulait recréer le même modèle qu'avec Lambert, c'est-à-dire adopter. Ouais. Mais là, l'adoption pour les pères célibataires, parce qu'adoption homosexuelle, c'est impossible nulle part dans le monde, à Ah ouais, hein? l'international, sauf au Québec où tu as banque mixte. Donc, on s'est dit, OK, on a vu qu'on ne pouvait pas adopter, la loi était fermée là, pour l'adoption en père célibataire. Fait qu'on dit, on va aller en banque mixte. Mais là, il nous explique qu'en banque mixte, tu es comme famille d'accueil pendant 2 ans. Alors, tu peux avoir un enfant qui t'est prêté pendant 2 ans, et si la mère se rétablit ou le père, bien, ils reprennent l'enfant. Alors, moi, je ne pouvais pas dire à Lambert, voici ta sœur, puis 2 ans après, oups, tu n'as plus de sœur. Ouais, c'est ça. Alors là, c'est là qu'on s'est tourné vers une mère porteuse. Parce que je trouve, OK. mais je trouve qu'il y a tellement d'enfants qui n'ont pas de parents que moi, c'était ça. Mon côté missionnaire voulait vraiment prendre d'autres enfants qui n'ont pas de parents, qui sont déjà là, qui ont ah ouais, je vais être ton parent, moi, ça me fait plaisir. Je vois zéro différence pour moi entre. C'est quand les gens me disaient, mon Dieu, votre fils est asiatique. Quand j'allais ailleurs, c'est là que ah ben oui, c'est vrai, il est asiatique, mais pour moi, Ouais. il n'y a pas d'ethnie, mon fils, là, il est comme moi. Donc, pour les filles, je voulais vivre la même chose. Junior aussi voulait ça, mais ça s'est donné que notre désir d'être père ne pouvait pas se réaliser sans ça. Ouais. Donc, c'est là qu'on a eu recours à une mère porteuse. C'est une amie à Junior qui s'est proposée, comme ça, sur le fly. Ah On ouais, voulait hein? porter, moi, vous pas le porter, vous, votre enfant. Puis, t'es-tu sûr? Oui, parfait. Puis, c'est le même que ça s'est fait. Puis, Fait qu'il n'y a pas eu là, le mot est fort, la dispute. Il n'y a pas eu de discussion, hein? Si tu elle, si tu pas elle, si tu la bonne. Non, ah oui. non, Ça, c'était une bénédiction. Premièrement, on la connaissait. Ouais. On savait que cette femme-là avait déjà des enfants, donc son désir, c'était pas d'en avoir d'autres. Ouais. C'était de le faire pour nous, avec toute la gratitude, la bonté que ça prend pour ces femmes-là de mettre au monde un enfant qu'ils vont redonner. Ben oui, ben Chris. Chris, c'est comme donner un rein. Pour moi, c'est la même chose. Pendant 9 mois, tu as cette vie-là en toi, tu as toutes les complications et tu ne profiteras jamais des bienfaits. Tu vas juste. Ben, ton bienfait, c'est de voir 2 pères heureux. C'est ça ta récompense. Et pardonne mon ignorance, est-ce qu'il y a eu vraiment l'acte sexuel normal, si on veut, ou s'il y a eu c'est quoi dans le Non, terme? In vitro, c'est ça? Oui, c'est in vitro, exact. Okay. Non, nous, c'est in vitro. OK. Oui, parce que ça, je l'avais déjà essayé, moi, avec une amie. Avant d'avoir Lambert, j'avais essayé ça. Les deux, on voulait être parents. Donc, je faisais ça d'une poire, puis j'y injectais à la poire, puis on attendait que ça se fasse. Là. OK. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc là, on le fait in vitro parce que maintenant, la science est tellement rendue loin, poussée, que tant qu'à prendre des ovules, tout ça, tant qu'à monopoliser une femme qui veut, là, ben, tu dis peut-être dans 5 ans, ça n'étendra plus. Là. Fait il faut capitaliser sur le moment, sur le moment qu'on a. Donc, on est allé avec par in vitro, puis ça s'est bien. Ben, c'est un processus qui est extrêmement long. Ça ne marche pas toujours du premier coup, ni du deuxième, ni du troisième, ni du quatrième. Fait que c'est beaucoup de. Beaucoup de déception, de tristesse. La route est longue. La fin est belle, mais la route est longue. Ouais. Calvaire. Mais là, au moins, vous êtes une belle famille de 5. Ah, ben, mais heureux. Mais oui, tout le monde est heureux. Puis pour vrai, on oublie tout ça, tu sais. On l'oublie pas, on ne l'oublie pas. Mm-hmm. C'est beau, la route est longue. C'est beau, pour vrai. Tu feras un bon psy. Non, mais ça résume, c'est drôle, j'ai jamais eu cette phrase-là, mais ça résume, je trouve que ça résume ma vie. Mm-hmm. Ça me fait plaisir, tu me feras un transfert bancaire. C'est parfait, il faut toujours désamorcer, c'est bon. L'humoriste est ah non, mais il faut. Je fais toujours, moi aussi, mais là, je cherchais quelque chose pour désamorcer, puis je trouvais rien. J'étais dans le trouble. Ben, tu sais, c'est pour ça que les humoristes ont plus de job que les comédiens. C'est pour ça que les humoristes volent tous les jobs de tout le monde. C'est ça la vraie affaire. Pas juste des comédiens, des animateurs, de tout le monde. Non, mais c'est ce que j'aime de toi particulièrement, c'est qu'on s'est déjà rencontrés quelques fois, puis même si on ne s'est jamais parlé longuement,
c'est du vrai. Tu sais, quand je te vois, ou le peu je t'ai parlé, c'est comme, je sais que ce que je vois puis j'entends, c'est vraiment Joël Legendre. C'est ça, puis c'est ça, câlisse. Fait que ça, c'est une qualité exceptionnelle. Puis en grandissant, en vieillissant, mais en grandissant, quand j'étais jeune, je me suis vite rendu compte que c'est impossible pour moi d'être aimé de tout le monde. Parce que je l'ai vécu dès 5 ans, quand je suis arrivé à l'école. Je me suis dit, tabarnouche, qu'est-ce que ça veut dire que le monde me déteste et d'autres m'adorent? Puis qu'il y a rarement un juste milieu. Ouais. Fait que j'ai su très jeune que je polarisais comme personne. Fait que ça se poursuit dans mon métier. Puis c'est sûr que plus que le monde m'aime, plus que je suis content. Mais maintenant, quelqu'un qui ne m'aime pas, je me dis, oh ben, écoute, c'est correct. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Puis, fait que c'est parfait aussi. Tu sais, cette jeunesse-là m'a amené à être beaucoup plus fort que moi-même, j'aurais cru. Totalement. Oui, puis on l'a très, très bien ressenti dans le dernier 90 minutes. Puis, si la route est longue, dis-toi qu'elle est toujours parsemée de petits Joe Louis congelés. De petits cailloux de Joe Louis. Là, comme tu as bien fait ça aujourd'hui, je te permets d'aller en prendre un. Je te permets un Joe Louis congelé. Merci. Je trouvais pas que ça valait la peine, mais puisque tu me le dis, je vais y aller. Mais c'est sûr, je l'essaie. J'ai marqué sur ma feuille Joe Louis. Ah oui, j'ai marqué Joe Louis. C'est sûr que je vais c'est trop cute. Trop cute. Merci infiniment pour ton temps, mon beau Joël. Ça me fait tellement plaisir. Puis c'est fun, j'ai appris à... c'est-à-dire que j'ai beaucoup parlé, mais j'ai appris à connaître l'oreille que tu es. C'est une très bonne oreille, façon de ramener ça. Pour vrai, c'est... Toi aussi, tu n'es pas juste humoriste. J'ai l'impression que tu sais, moi, j'étais missionnaire, comédien. Toi, d'après moi, tu es psychologue humoriste. Ah, mais peut-être bien. Il y a un petit peu de ça. Mais les gars de campagne, qu'est-ce que tu veux? C'est le vrai. Hein? Des bons yaubes. Des bons yaubes. Merci encore. Attention à toi. Puis au plaisir de se croiser. Un projet ou juste sa rue. Ça va être parfait. J'aimerais bien un projet, tant qu'à faire. Un projet sa rue. Ça commence à être louche. On va arrêter ça là. Allez bien. Bye.